Salut tout le monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une interview en 12 questions et je suis assez content de reprendre cette série qui me permet de proposer des vidéos assez légères entre deux gros sujets. Pour rappel, j'avais interviewé un daily vidéaste, Pierre Cross, un podcasteur, Jigme, un gamer, Super Connard, un vulgarisateur de sciences, Dr Nozman et un topper, Dog7. Vous pouvez bien sûr retrouver facilement toutes ces interviews sur ma chaîne. Et je me trouve cette fois-ci avec Julien Parra, anciennement prof de dessin dans une école d'art, auteur et dessinateur de 2 BD, vulgarisateur de dessin sur sa chaîne YouTube Le Dessinator, directeur d'une très récente boîte d'édition et surtout le dessinateur de la future BD Les FDP de Tubonia. Je te laisse peut-être développer cette présentation, comme par exemple ton parcours. Bon, alors je pense déjà que tu as pas mal répondu. Tu as pas mal. J'ai essayé de synthétiser au maximum. Ouais. Le parcours, pour faire simple, j'ai dessiné depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. À l'époque, quand on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, sur les cahiers à 9 ans, j'ai toujours marqué dessinateur de bande dessinée. Ouais. Et moi, le petit truc un peu, c'était que je n'ai jamais lu de bande dessinée en fait. Enfin, jusqu'à mes 20 ans. J'ai jamais lu aucune bande dessinée. Ah ouais? Toujours voulu faire dessinateur de bande dessinée. Ma mère me disait tiens regarde, je t'achète des Astérix, des Tintin, des machins. Ça m'intéressait pas. Je regardais les images mais ça m'intéressait pas de les lire, mais je voulais faire dessinateur de bande dessinée. Alors, c'est pas commun, ouais. Bah ouais, non, mais jusqu'à mes 20 ans, peut-être 18, je commençais à les lire. Et on te prenait au sérieux ou pas quand tu disais je veux faire dessinateur oui, parce que je dessinais beaucoup, je faisais que ça, je dessinais. C'est parce qu'il y en a, ils disent c'est pas un métier stable, essaye autre chose. Qui me prenaient au sérieux ouais, ma mère a toujours cru en moi, toujours cru que j'allais. Même tes profs, quand tu leur disais ça Non, les profs, non. Les profs, en général, ils y croient pas trop, quoi. Ouais. Après, donc là, c'est vers mes 18-20 ans où j'ai rencontré mon premier prof de dessin, des cours en parallèle du lycée, et c'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre à dessiner. Et c'est là où je me suis vraiment intéressé aussi à la BD, quoi. C'est lui qui m'a donné le goût à lire la BD. D'accord. Et j'ai commencé vraiment à me refaire une culture, c'est pour ça que j'ai une culture très pauvre en bande dessinée en fait. Chaque fois que je parle avec des collègues de travail, auteurs de BD, je me sens un peu nul, parce que je connais pas grand chose. Et après, voilà, c'est là où j'ai commencé à apprendre les vraies techniques, et j'ai rencontré mes premiers amis dessinateurs dans ces cours à lui, et on a commencé à faire des fanzines. Et là, je commençais à vouloir raconter des histoires. Et en fait, c'est là où j'ai compris pourquoi j'avais envie de dessiner. J'avais envie de dessiner pour raconter des histoires. D'accord. Plus le scénario que le dessin, en fait. Ouais. En fait, disons que comme je n'écris pas forcément très bien, de façon littéraire et tout, pour moi, le dessin, c'est le média pour raconter quelque chose. Ouais, c'est la forme Voilà. Pour moi, c'est la forme que tu préfères pour le fond, quoi. Ouais, c'est la forme que je préfère, c'est celle où je suis le plus à l'aise. Après, j'aime aussi le dessin, je prends du plaisir à dessiner, mais je prends pas de plaisir à dessiner juste pour faire un beau dessin. Je prends du plaisir à dessiner quand je raconte quelque chose. Donc, par exemple, tout ce qui est fan art, tout ça, c'est pas ton truc. Non. Non, mais d'ailleurs, vraiment que ce soit une histoire. Un fan art. J'en ai fait quelques-uns. Mais voilà, ça suffit. Sinon après, je continue mon parcours. Et moi, je vais revenir sur ça après. Une fois que j'ai pris des cours avec lui, je me suis orienté dans une école d'art, une école supérieure d'art graphique à Marseille, où j'ai étudié 2 ans. Mais j'ai pas eu mon diplôme. Ah bon? Parce que je me suis barré avant. Parce qu'en fait, on faisait que de la communication visuelle, des logos publicitaires, des maquettes et tout. Ouais, moi, je pouvais pas. Moi, je voulais faire vraiment de la bande dessinée. Il y avait une option BD, ça m'a beaucoup plu. Avec un grand dessinateur, Bruno Bessadi. Moi, c'était mon idole. Et j'étais impressionné de le voir et qu'il était prof dans cette école. Je savais même pas qu'il était prof là. Donc, Bénef. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas fini mes études dans cette école-là. D'ailleurs aussi, j'ai même pas mon bac. Ah ouais? Ouais, j'avais arrêté avant le bac. J'avais rencontré mon prof de dessin. Tu avais pu quand même aller à l'école supérieure sans le bac? Ouais, parce que là, à l'époque, cette école, elle n'était pas. Elle prenait sans le bac. Maintenant, elle était obligée d'avoir le bac pour aller dans cette école-là. D'accord. Et à l'époque, j'ai pu aller sans le bac. J'ai même pas fait la prépa parce que j'avais déjà un bon niveau avec tous les cours que j'avais pris avec mon prof. Et donc, ouais, j'ai pas de bac et j'ai pas le diplôme de ça. Mais en sortant de cette école-là, j'ai monté mon dossier d'éditeur pour les éditeurs. Et j'ai rencontré donc. Mon éditeur Emmanuel Proust, qui après j'ai signé 2 albums chez lui, donc celle-là, directement, donc voilà. Et puis après, toujours en parallèle au dessin, j'ai toujours une envie de transmettre.
En fait, je crois que c'est un peu ça ce qui se passe quand on raconte une histoire, c'est une espèce de transmission. Et puis moi, comme j'avais un peu de technique et j'aimais bien décortiquer le dessin et expliquer tout ça, j'ai vraiment un goût très prononcé pour enseigner le dessin, quoi. Entre guillemets, à mon niveau, parce que je ne me considère pas comme un très grand dessinateur, mais je sens que je peux aider les plus jeunes et ceux qui sont en manque de technique. Ouais. Et j'ai créé mon atelier de dessin, l'atelier parallèle, donc un jeu de mots avec mon nom, donc atelier parallèle avec 2 R. Et donc là, pendant 10 ans, peut-être un peu moins 9 ans, j'ai fait cet atelier-là. Et vers les dernières années, l'école où j'ai étudié m'a rappelé pour que je vienne enseigner à mon tour dans cette école. Ah ouais. Donc 10 ans plus tard, je me suis retrouvé prof dans l'école où j'ai étudié. Donc sans diplôme. Sans diplôme. Et ils t'ont pris quand même. Ouais. Parce que... Okay, en fait, ils ont ouvert une section BD et j'étais auteur de BD. J'enseignais déjà la BD et ils ont vu ce que je faisais. Ouais, super, viens. Donc après, voilà. Et là j'arrivais un petit peu à saturation de donner des cours parce qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, on s'essouffle un peu. C'est un peu toujours les mêmes cours vu que c'est des cours pour les débutants qui reviennent un petit peu. Alors je les ai améliorés au fil du temps. C'était toujours très créatif pour moi de m'adapter à tout type, parce que moi j'ai fait tout type, hein. D'abord j'ai commencé par les petits enfants, après j'ai fait les lycées, les collèges, tout ça, puis après j'ai ouvert mon atelier, donc là c'était sur la durée, il y a des élèves qui sont restés 7 ans, 8 ans avec moi, et après j'ai fait dans une école où les gens ils voulaient se former à devenir professionnels, donc j'ai tout fait. Ouais, et tous les niveaux, quoi. Et en fait c'est là où j'ai créé ma chaîne Le Dessinator, c'est que là c'est pour moi les cours que je donne, c'est vraiment des cours comme je les fais, hein. C'est-à-dire je fais des blagues, je fais des jeux de mots, je fais des trucs, mais là si tu veux j'arrive à l'améliorer avec des incrustations, avec des images et tout, et si tu veux c'est comme si pour moi c'était la dernière fois que je faisais ce cours, je fais le cours ultime, je le dis une fois de façon très structurée parce que je digresse beaucoup quand je donne des cours, on peut partir dans plein de sens. Et là, je le cadre, je le condense, je le fais en 5 minutes, boum, avec plein d'inserts et tout. Et c'est la dernière fois que je le fais. Enfin, pour moi, en fait, c'est comme si je disais un petit peu... j'ai toujours envie d'enseigner, mais c'est un petit peu la dernière fois où vraiment je fais ces cours-là, quoi. D'accord. Voilà, c'est quoi la chaîne Dessinator? C'est mes derniers cours. Ouais, c'est sympa. Que t'as laissé un petit peu en stand-by en ce moment, du fait de la BD. Alors, pas que du fait de la BD, j'ai eu un petit problème perso, ouais, t'es un peu au courant. Ouais, après ça s'est enchaîné avec la BD, et puis ça a explosé, donc bon... Ouais, Je sais pas si tu vas la reprendre un jour. Si, ça sûr. La chaîne, je la reprendrai. Je sais pas vraiment quand, mais ça c'est le truc que je vais finir, c'est ça, donner mes derniers cours. Tous les cours, je vais les faire en BD, et ça m'amuse beaucoup de faire ça. Mais je suis tellement concentré sur la BD là. Là, t'as dû avoir 32 000 abonnés là, il me semble. J'ai 34 000. 34 000, et ça fait 6-7 mois que t'as pas sorti de vidéo. Un an. Un an, peut-être plus d'1 an. Ah ouais, non, je savais pas que c'était aussi loin. Ok, super, donc pour rappel, on a lancé en mai dernier une campagne de financement participatif sur le site Ulule pour financer la création de notre BD Les FDP de Tubonia avec Antox, Gibbsy, le dessinateur et moi-même. La BD a rencontré un succès inattendu et sur un objectif de 15 000 €, on a finalement reçu plus de 520 000 €, 35 fois plus que ce qu'on demandait au départ. Du coup, on est devenu le 2e projet le plus financé sur Ulule et le premier projet européen en nombre de contributeurs, grâce aux 26 122 personnes qui ont financé ce projet, ce qui fera donc plus de 26 000 BD à imprimer. Une fois le tome 1 sorti, on lancera d'ailleurs une nouvelle campagne Ulule pour le tome 2, mais on en reparlera dans cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans une campagne de financement participatif ou dans l'auto-édition, cette vidéo risque de vous être très utile au vu des questions. Bon, et bien qu'on bosse sur le même projet, je vais faire comme si je n'étais au courant de rien, ça va me permettre de poser des questions que certains d'entre vous ont sûrement en tête. Du coup, let's go? Allez, let's go. Alors, première question. Bien avant de te lancer sur YouTube et de nous rencontrer, tu as sorti 2 BD en passant par des maisons d'édition classiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le cheminement type lorsqu'on passe par ce système et les difficultés que tu as pu rencontrer? Alors, comment on passe par le système d'édition traditionnelle, c'est que d'abord on monte un projet d'édition, on écrit son pitch, le scénario, on met entre 3 à 5 pages de BD dedans, une note d'intention, et voilà, ça constitue un dossier qui doit faire une 10-12 pages, quoi. Et donc on envoie ça aux éditeurs.
Et puis après, donc eux, ils répondent favorablement ou défavorablement, parce qu'il y en a qui répondent même quand non. D'habitude, oui, ils répondent à peu près tous. Alors moi, c'est un peu différent, parce que moi, c'était en 2007, je crois. Et je suis monté au Salon du Livre de Paris, et à l'époque, il y avait un speed booking. Donc le speed booking, c'est comme le speed dating. En gros, il y a plein d'éditeurs, il y avait une dizaine d'éditeurs. Et je suis monté avec mon book, avec pour publier cette BD déjà, 3 instants. Enfin, donc c'est ta première BD celle-là. Voilà, ça c'est ma première BD, 3 instants. Et moi je suis monté avec mon book donc au Salon du Livre de Paris et on avait droit à 10 minutes avec tous les éditeurs sur place. Donc j'ai vu à peu près tout le monde et il y en avait 2 qui étaient intéressés. Et dont un qui a voulu me signer tout de suite, Emmanuel Proust. Et donc voilà, j'ai attaqué direct en fait. Très bien. J'ai fini mon dossier, je suis monté à Paris direct, dès que je l'avais terminé, et je l'ai rencontré et il m'a signé. Quand il y a des occasions comme ça, donc il faut sauter sur l'occasion. Ah bah oui, ouais, c'était marrant, parce qu'en fait il avait mon dossier, il regardait mon dossier, il disait rien. Là, je te comme ça. et il fait comme ça. Il ferme le dossier comme ça. Il me pousse, il me sort la carte, il fait tiens, ça j'édite. Tu m'appelles, tu me crées à ce mail-là, tu me renvoies le dossier à ce mail-là, et je t'édite. Ah, c'est cool. Après, quand j'ai vu le chèque, je fais ok. Bon, j'ai pas été payé très cher. Alors ça, c'est un petit peu tous les auteurs de BD quand ils commencent, ils se font tous arnaquer. Et puis surtout à cette époque-là où il y avait très peu d'informations. Maintenant, on en trouve beaucoup sur le net. Le prix de la planche, combien doit payer un auteur, et même. C'était en quelle année d'ailleurs? Là, c'était en 2007. Donc 2007. voilà, ça commence un petit peu à se démocratiser. Enfin, les informations commencent à sortir, mais pas tout à fait encore pour moi. Je savais qu'en signant ce contrat-là, j'allais me faire arnaquer. Mais en fait, quand on est là, on est pris au piège par notre rêve d'être édité. Et donc on le signe pour n'importe quoi, vu qu'on vit encore chez papa maintenant, bah écoute, c'est plus facile de là. Et en gros là, je l'ai signé pour 5 000 € quoi. Et je faisais des scénarios, dessins, couleurs, il fait 130 pages. Ouais, ça a dû te prendre des mois. Bah là, ça prend. Alors bout à bout, j'ai mis 1 an. 1 an et t'es payé 5 000 €. Voilà. Sachant que j'ai mis 3 ans pour le faire parce que j'avais du taf à côté, donc je donnais des cours et j'étais aussi un joueur de poker. Voilà, j'ai gagné pas mal d'argent avec ça. Et donc après, j'ai dû me dire j'arrête le poker parce que ça me prend trop de temps et je me concentre sur la BD. Et voilà, après, en 3 ans, je l'ai sorti quoi. Mais bon, ça paye pas. Et après, vu qu'on a rencontré un petit succès avec celle-là, un petit succès d'estime, T'avais vendu combien? Ouais, bah, en gros, là, on a vendu tout le stock qui doit être de 4000 exemplaires. Un peu moins parce que y en a qui sont défraîchis, il y en a qui sont envoyés ça. Donc, allez, on va dire 3500, entre 3500 et 4000. Donc, c'était pas mal. C'était une bonne vente moyenne d'une BD, surtout pour un jeune auteur et d'un sujet un petit peu de niche, tu vois. Et donc, il m'a re-signé un autre album directement. Je l'ai présenté. Voilà, celui-là, Chambre à 2. Alors celui-là, ça c'est un espèce de thriller angoissant avec du meurtre en série, de la prostitution d'adolescents. Voilà. Ok. Et après, j'ai fait celui-là, c'est un huis clos dans une chambre d'hôpital entre 2 adolescents en attente de greffe d'organes. Donc je fais que des sujets joyeux. D'accord. Donc là je voulais expérimenter une histoire romantique en fait. Parce que je parle pas du tout de la maladie ou quoi, mais c'est un support pour ça. Donc il a voulu me le signer de suite. Et là par contre, là j'ai négocié 3 heures. 3 heures avec lui pour arriver à être payé presque le SMIC. Ah ouais? Ouais, là j'ai été payé 12 000 € pour 100 pages. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'il me dit mais je peux pas, ça n'a pas marché, j'ai perdu du point. J'ai dit écoute Emmanuel, je vais travailler 1 an. Est-ce que tu vas me donner même pas 1 000 € par mois pour ça? Et il a fait allez, 12 000 €. Et en fait c'était 3 heures plus tard. Ouais, c'était 3 heures plus tard. Après 3 heures d'échange. Après 3 heures d'échange avec... Donc moi après je m'entends plutôt bien avec mon éditeur, donc voilà, j'ai pas eu peur de négocier avec lui. Enfin, tu peux vachement parler avec lui, il y avait pas de souci. Et par contre, ce deuxième album là, c'est vrai qu'il a beaucoup moins bien marché. On a vendu 1000. Ça bidait. Et puis donc du coup, il a perdu beaucoup de fric. Parce que voilà. Et puis moi j'étais un peu 1 an de travail pour ça et tout. Oh, putain, c'est dur. Et puis après
Et puis après, ce qu'il y a, c'est que bon, après on fait des tournées de dédicaces, on rencontre plein d'auteurs. Et on se rend compte que tout le monde tire la langue, tous les auteurs crèvent la dalle, parce que tout le monde gagne 10% après sur leur album et tout. Donc c'est vraiment un métier très difficile. Parce que quand je dis qu'ils me donnent 12 000 €, en fait, c'est 12 000 € d'avance sur droit. Alors les avances, c'est-à-dire qu'une fois que je vends, qu'on met l'album en vente, un an plus tard, dès qu'il est fini, dès qu'on le met dans les librairies, à chaque fois, je touche 1 € par album, et à chaque fois que l'éditeur cumule mes droits d'auteur, les 1 € à moi, puisque lui il gagne 2 € sur l'album, il cumule mes 1 € à moi, et il faudrait que j'en vende 12 000 pour lui rendre toutes ses avances sur droit. Et là, comment t'as fait vu que t'en avais pas vendu Du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'éditeur, c'est lui qui prend un risque, c'est-à-dire que toutes les avances sur droit que je rembourse pas, c'est pour sa pomme. Ah oui, d'accord. T'es pas obligé de rembourser si jamais. Non, là, non. Ça, c'est le truc. Disons que lui, sachant que lui, il récupère déjà à peu près 2 €, enfin un peu plus, 2 € et plus sur le mien, ça fait 3. Donc lui, il récupère quand même plus vite sur l'investissement qu'il a fourni. Donc, sachant qu'il a des employés, il a des local à payer, enfin, il a des coûts de production et tout. Hein. Mais ouais, le système est vraiment mal fait et c'est l'auteur le moins bien payé de tous les acteurs, alors que c'est grâce à lui que tous les autres peuvent vivre. Hein. Ouais. Et donc, c'est en voyageant à travers tous les festivals autour de la France, j'ai voyagé dans toute la France pour dédicacer mon album, et tous les auteurs, c'est unanime, hein, tout le monde arrive à la fin. Moi par contre, ce qui m'a beaucoup servi aussi avec ça, moi j'ai su en profiter, en tirer parti, même si je connais pas bien en étant auteur de BD, c'est que moi ça m'a surtout validé en tant que prof de dessin. Je suis un prof, il y a beaucoup de profs de dessin qui sont pas auteurs, qui sont pas édités. Ouais. Moi, ça m'a validé et vraiment en tant que prof, et surtout les journalistes, quand ils sont venus me poser, dans mon coin, me poser plein de questions et tout, et on a beaucoup aussi parlé de mon atelier. Donc ça fait que quand j'ai créé mon atelier de dessin, moi j'ai rempli direct. Ah oui, d'accord. Et moi ça m'a servi. Moi j'ai fait une bonne pub. Quoi. Voilà, moi j'ai utilisé tout ça pour ça. Moi c'est de bonnes armes, quoi. Donc pas tous les auteurs aiment enseigner, mais moi j'adore ça, quoi. Ouais, voilà, comme tu disais. Ouais. C'est pas un complément de salaire, c'est vraiment le truc que j'ai envie de transmettre. Ok, du coup, deuxième question. Pourquoi être passé par le site de financement participatif Ulule pour récolter des fonds pour la BD Les FDP de Tubonia? Alors, moi, du coup, après mon expérience dans le monde de l'édition, j'avais plus envie de cautionner ce système-là, où l'auteur, il n'est pas du tout rémunéré à sa juste valeur. Et donc, pour moi, il n'était plus question de passer par le système traditionnel. J'avais envie de passer par le financement participatif. Et Ulule, parce que Ulule, déjà, ils sont promis en bande dessinée, je pense que c'est là où il y a les plus gros projets de BD qui se font. Et donc, ils ont déjà un gros lectorat de bande dessinée. Et puis la plateforme me convient mieux, je la trouve beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitive, beaucoup plus jolie. En plus, le hibou, c'est un de mes animaux favoris. Donc, parce qu'en plus, j'ai fait une BD qui s'appelle Black Hole, le hibou noir. Ah ouais, que t'as jamais sorti alors? Si, c'est sur le site des 23 heures de la bande dessinée. Ah oui, ok, d'accord. C'est des marathons. C'est des petits trucs que je fais. Mais un jour, j'aimerais bien en faire une BD et la publier. Et donc, je me suis dit, non, si un jour je refais une BD, je repasserai pas par le système traditionnel, parce qu'en fait, toute la chaîne, on peut l'enlever. Enfin, on peut passer directement du lecteur. Enfin, de l'auteur au lecteur. En passant par l'imprimeur et celui qui va livrer chez le lecteur. Et récupérer un petit peu vraiment toute la richesse que l'album produit. Ouais. Et que ça soit vraiment rendu aux auteurs. Et c'est pour ça que la première chose que j'avais dit à toi, à Gibbs et à Antoc, c'est que les gars, il va falloir mettre votre ego de côté. Parce que trouver votre album à la Fnac, ça c'est très... On va en reparler de ça dans une question. Ouais, dans une question. Et j'ai dit, les gars, non, moi ça sera pas ça, je veux passer par ça parce que je sais qu'en éliminant tous les intermédiaires, on va pouvoir être vraiment bien rémunéré, quoi. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument passer par le financement participatif, en tout cas le tester, mais seulement le problème, le financement participatif, c'est d'avoir aussi une communauté. Puis outre la rémunération, ça permettait aussi de proposer pour 15 € seulement une BD, les cartes, tout le truc. Ah oui, alors... frais d'envoi compris, enfin c'est oui. introuvable à ce prix-là dans le commerce. Hein. Ah oui, disons que en plus
Alors, ce qu'il y a, c'est que le financement participatif, en plus, les lecteurs, en fait, ils sont aussi producteurs, éditeurs, on va dire, ensemble. C'est parce que c'est eux qui créent le projet. Et donc, en créant le projet, ils sont plus impliqués dedans, émotionnellement, on va dire. Donc, c'est aussi leur bébé à eux, quoi. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, comme nous, on réduit tous les coûts d'impression et d'envoi parce qu'on groupe tout ça. Donc on peut offrir des cadeaux en plus qu'eux ils n'auraient pas dans le commerce. Et en plus pour récompenser les gens qui nous financent ça, voilà, des cartes et un livre en plus, 2 bouquins. Tu vois un livret et 40 pages, il va faire, c'est ça? Voilà, ça il va faire 40 pages. Et un livret en plus de 40 pages, des cartes. Des cartes, de l'étui en plus. Voilà. Parce qu'au début c'est tout ça pour 15 € quoi, tu te dis. Pour 15 € et livré. Ouais. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un peu le futur quand on a un peu une communauté. Donc je crois qu'il y a une question peut-être qu'on va en parler. On en parlera. Mais voilà, et pourquoi Ulule? Parce que c'est le plus adapté, je pense, à la BD. Et pour plein de choses, et aussi pour moi c'est celui qui est le mieux fait. Quand je vais sur des gros trucs comme Kickstarter ou quoi, j'ai du mal à regarder où est la cagnotte, où est le truc. Je me perds un peu. Ulule, c'est un peu plus francophone. Et puis Ulule, non mais Ulule est français. Ouais. Ok, très bien. Et troisième question dans ce cas-là. Penses-tu que le financement participatif peut être l'avenir de la BD pour les auteurs indépendants et faire de l'ombre aux maisons d'édition? Donc on y vient, ouais. Disons que les gros auteurs ont beaucoup d'intérêt à s'auto-éditer. Parce que justement, encore une fois, en éliminant toute la... Parce qu'eux, ils ont déjà un lectorat qui serait prêt à les suivre. De nos jours, le comportement des consommateurs change, c'est-à-dire qu'on va de moins en moins dans les librairies, on va de plus en plus sur internet. Ulule est très démocratisé, pour reprendre l'exemple d'Ulule, vu que c'est là où on bosse. Enfin, les financements participatifs en tout cas sont très démocratisés. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi déjà beaucoup de succès qui existent. Et donc, avec sa communauté et aller sur ces plateformes-là, on peut déjà vendre beaucoup d'albums. Et en vendant, on va dire 100 fois moins, on gagne 10 fois plus. Non donc voilà. Après de l'ombre à maison d'édition, les maisons d'édition quand même sont des grosses structures avec un très gros réseau. C'est-à-dire qu'eux ils sont capables de te mettre tes albums dans toutes les librairies. Donc si tu veux, ça a une puissance de communication très grande. Ils ont les réseaux presse, tout ça. Ils ont aussi certains ont des magazines hebdomadaires ou mensuels. Donc ils ont un pouvoir de communication très grand. Seulement tout ça a un coût. De diffuser, de distribuer, d'imprimer, de prépublier, tout ça a un coût. Donc c'est ça toute cette marge-là prend sur les auteurs. Donc pour un petit auteur qui n'a pas de communauté, oui, lui c'est l'éditeur qui va dénicher les nouveaux talents de demain. Si l'auteur n'arrive pas à se créer une communauté, c'est après l'auteur il crée, mais c'est difficile aussi de partager tout le temps, d'être sur tous les réseaux, c'est un bout. Si on n'a pas le réflexe, si on n'est pas de cette génération-là, c'est assez compliqué, quoi. Donc moi je pense que les deux, en tous les cas, ils vont cohabiter, quoi. Est-ce que ça va faire de l'ombre? Je sais pas. Est-ce qu'un auteur, même un gros auteur, il a pas envie de se prendre la tête? Non, mais mon éditeur il fait du bon boulot parce qu'il y a quand même du suivi. Je peux pas répondre à cette question, mais en tous les cas, le financement participatif devient une nouvelle voie, une nouvelle porte d'accès. Avant, c'était obligé de passer par des maisons d'édition, il y a encore 15 ans, parce que Internet, tout ça, c'était pas trop... oui, parce que même... Ça permettait pas encore même maintenant, les petites... d'atteindre directement le public, quoi. Tout à fait, et même maintenant tu as des petites impressions, et des petits tirages sur plein de sites en ligne, ça existe, de faire de la BD. Avant ça n'existait pas, avant s'auto-éditer, moi je me rappelle quand je faisais mes fanzines à l'époque, il y a 15 ans, on imprimait ça à l'imprimeur du coin, sur des feuilles noires, puis après on a graffé tout seul toutes les pages et tout. Galère. On faisait ça. Et maintenant tu as des sites pour 1 euro, tu t'imprimes ton fanzine, pour 2 euros, tu imprimes ton fanzine en couleur, dos carré collé et tout, tu fais un truc magnifique, quoi. C'est ce que je faisais aussi à mes élèves dans mon atelier. Eux, je leur publiais leur album. Enfin, pas leur album, on faisait un recueil de leur BD et on publiait ça. Et après, ils allaient le vendre dans les festivals du coin. Donc, ils avaient leur album, cool. Leur recueil en couleur avec dos carré collé, magnifique et tout ça. Et, ça motive, ça. Ils se comportaient comme des petits auteurs, quoi. Et ça, c'était possible avec maintenant tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui.
Donc, est-ce que ça va faire de l'ombre? Je sais pas. Est-ce que peut-être le métier d'éditeur va un petit peu évoluer, un petit peu changer? D'ailleurs, les éditeurs maintenant. Peut-être qu'ils vont s'aligner après. Je sais pas, parce que après les éditeurs, c'est pas non plus eux qui prennent la plus grosse part du gâteau. Hein. Ouais, c'est sûr. Les libraires prennent la plus grosse partie, quoi. C'est ça. Et ils font 30-40%. Mais aussi, ils ont beaucoup, c'est nos employés, ils ont des locaux. Ce serait plus changer le système de vente, ouais. passer plus sur Internet que par les magasins, quoi. Voilà, pour que l'auteur survive. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va tuer aussi tous les autres métiers. Mais vu que c'est l'auteur qui est le plus important, c'est celui qui a le plus de valeur ajoutée, quoi. Sans lui, les autres ne créent pas, mais enfin, ils ne peuvent pas avoir leur métier, entre guillemets, quoi. Ils ne peuvent pas vendre leur album. Mais à partir du moment où l'auteur ne peut plus vivre de ses œuvres, c'est bon, on ne peut pas travailler les week-ends ou juste le soir en rentrant du boulot, quoi. Sinon, c'est deux tafs. C'est clair. C'est compliqué. Ok, du coup, 4e question. Quel conseil donnerais-tu pour réussir une campagne de financement participatif au niveau préparation, communication, marketing, etc. Déjà, sa communauté, voir qu'est-ce qu'on a, quels sont les gens qui nous suivent, qui vont s'embarquer dans notre aventure. Donc ça peut être juste la famille, les amis, et puis après des cercles un peu plus larges à chaque fois. Donc c'est bien identifier les coûts, ça. Après, ça dépend. Est-ce que tu veux juste faire un bouquin juste pour le sortir et pour publier un petit truc, pour te faire un petit stock et puis après aller en festival et l'écouler en festival. Donc juste avoir un petit coup de starter, tu vois, pour faire une sorte de tremplin. Ouais, pour te faire ton stock, tu vois. Et après c'est toi qui vas les vendre. Ou alors ou est-ce que tu as vraiment un plus gros objectif comme nous on avait, c'est-à-dire en vendre au moins 1000 pour pouvoir après pour se dire voilà, on en a vendu pour 1000 albums, donc c'est cool, quoi. On le fait pour 1000 personnes, tu vois. Ouais, ça vaut pas le coup si on n'en vend pas. Ouais, voilà. Au moins 1000. Au moins 1000. Après, voilà, déjà déterminer ça, parce que c'est pas obligé, on peut pas dire je vais faire un Ulule pour gagner de l'argent, je vais faire un Ulule pour pouvoir, pour ma boîte, pour pouvoir commencer ma boîte, quoi, pour avoir un petit capital de départ. Ouais. Déjà, Ulule à la base, c'est pas son but premier, il me semble, c'est pas permettre aux créateurs de projets de gagner de l'argent, c'est de financer les projets pour qu'ils arrivent à terme. Ouais, tout à fait. Alors c'est ça. Et le meilleur conseil que je peux donner, en tout cas sur Ulule, eux, ils offrent des formations gratuites. Ah ouais ? Ouais, c'est des formations donc sur Paris, dans leurs locaux, qui durent 2 heures. Ça, faut s'inscrire, hein, c'est entièrement gratuit. Hein. Et moi je l'ai faite, donc c'est très complet. Ils vous disent tout ce qu'il y a à savoir là-dedans. Donc sur une campagne de financement participatif. Sur une campagne, comment ça se déroule. Comment ça se déroule, comment réussir sa campagne. Ouais. Voilà, comment réussir sa campagne. Tous les conseils. Voilà, tous les conseils sont donnés dans cette formation-là. Ok. Et en plus, elle peut se faire aussi, j'ai vu en vidéoconférence, je crois, par internet. Donc à distance, ouais. Il y a à distance, voilà. Donc, et c'est gratuit. Donc ça, il y a tous les conseils qui sont là-dedans. Donc, moi, c'est cool. Voilà, si vous voulez passer par Ulule, en tout cas, ils proposent ça. Donc, il faut que tu aies lancé un projet avant ou tu n'es pas obligé que tu aies lancé? Non, on peut faire carrément prendre la formation. Sans avoir lancé un projet au préalable. Okay. Après, là-bas, j'avais rencontré plein de gens qui avaient plein de projets différents. Et donc, avec le formateur, après, on peut poser plein de questions et il répond individuellement à tout le monde, quoi. Donc, ouais. Ok, cool. Et donc, au niveau après, communication, marketing, toi, quelles seraient tes petites astuces pour. Mes astuces. Nous, on a fait des paliers, par exemple, pour que les gens. Ah, ouais. Alors ça, oui. Après, c'est toujours à fond dans la campagne qui a duré 2 mois et demi, donc il fallait continuer la hype, en fait. Maintenir la hype pendant 2 mois et demi, c'était pas chose facile. Parce que ça peut vite retomber si on donne plus de nouvelles, s'il y a plus d'objectifs. Bah oui, bon, déjà, ça c'est carrément dit dans les formations. Mais après, il faut faire des choses qui sont en cohérence avec ton projet. Ouais. Alors, donc nous on a eu le coup des cartes, par exemple, les cartes de Tubonian, donc on a demandé l'autorisation à tous ceux qui sont dans les cartes. Hein, tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs, en plus certains, la majorité, nous ont fait une petite pub. Ouais, la plupart étaient contents. Ils ont fait proposé de faire une pub en vidéo. Voilà. Et donc ouais, il faut trouver un truc cohérent. Alors après, moi ce que j'aime aussi, c'est, je fais des choses qui m'amusent à moi, en premier. C'est-à-dire que quand on fait cette BD là, on reste complètement authentique dans notre démarche, quoi. On fait pas un truc à tout prix pour le fric, tout ça. On va titiller, on va rentrer dans le cerveau des gens, on va les pousser à l'achat. Non, en fait,
on fait un truc qui nous fait kiffer à nous. Mais surtout qu'au départ, c'était parti d'un délire entre potes et on se disait on vendra pas plus de 1000 BD et puis finalement. Oui, c'est ça. Et puis après, Après, ça nous a permis de proposer de plus en plus de choses. Après, c'est faire les devis entre temps et tout, combien ça coûte de faire des cartes, et puis combien ça coûte après de faire un paquet, combien ça coûte après de faire un livre. Parce qu'après, nous, ce qu'on a vu aussi, c'est on a improvisé pendant la campagne. Je veux dire, on a reçu tellement, on va dire, d'amour, de fan art. On a vu des dessins magnifiques. Ouais, par exemple, le livret de 40 pages de fan art, là, l'artbook, il n'était Ouais. pas du tout prévu à la base. Pas du tout. Nous, on avait prévu 15 cartes et. Les tuiles non plus n'étaient pas prévues. Mais non, on avait prévu 15 cartes et d'en faire une carte au dos si jamais voilà, on a un palier et puis après offrir un boulot à l'assistant à Florian. Ouais. Voilà, on avait prévu ça, on s'est dit parce que aussi par exemple, tu vois, les gens en plus déjà d'avoir une BD, ils savent que ça va créer de l'emploi, tu vois. Donc tu vois, tous les gens s'impliquent là-dedans et tout le monde est content pour une BD qu'ils auront acheté le même prix dans le commerce, ils reçoivent plein de cadeaux. Donc après puis des cadeaux inédits, quoi. Ouais, des cadeaux inédits. Alors ça, qu'ils n'auront plus jamais après. Voilà, qu'ils pourront plus jamais avoir. Ça c'est aussi ce petit côté-là. Voilà, c'est clair que c'est le côté Ulule, c'est pour récompenser les gens, parce que vu qu'on peut vraiment faire imprimer tout en une fois, les coûts descendent. Ouais. Donc c'est pour ça que en rajouter les cartes, 32, plus rajouter l'étui pour les mettre, parce que ça aussi c'est un coût, plus rajouter un livre en plus rajouter tout ça dans l'enveloppe. Et que ça reste toujours abordable financièrement, que ça ne nous coûte pas. Voilà, c'est parce qu'ils sont nombreux, donc plus ils sont nombreux, plus on peut faire des cadeaux, plus notre marge en fait reste la même, quoi. Ouais, avec les économies d'échelle, tout ça. Exactement. Et j'ai remarqué justement certains projets Ulule décollent beaucoup parce que ils proposent des trucs inédits qu'on pourra plus avoir après la campagne Ulule, quoi. Et à chaque fois, c'est des trucs que les collectionneurs, certains, veulent à tout prix avoir. Donc Ouais. Après, moi, je suis. Par exemple, nous, on a nos cartes qu'on va donner là. Ah oui, là, on les donne. On sortira le tome 1 et qui seront plus jamais trouvables nulle part. Ça, les cartes et le livret. Pour les collectionneurs, c'est des choses inestimables, hein, parfois. On sait jamais. Hein, bon, alors, moi, je suis. Alors, collectionneur, ouais. Moi, c'est vraiment. Je suis dans l'esprit cadeau. Ouais. Moi, c'est vraiment l'esprit cadeau. C'est-à-dire, merci. Je suis pas dans l'esprit, ça va faire une collection. C'est vraiment l'esprit cadeau. Vous avez porté le projet tellement loin que voilà, on vous a fait 32 cartes. Parce que moi qui suis collectionneur, tu vois, dans l'âme, je vois très bien ce côté-là et je suis sûr, je mettrai ma main à couper qu'il y a plus d'une centaine de gens qui ont payé ça justement pour le côté collection qui est introuvable après. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et à mon avis, on est loin d'être le seul projet Ulule qui a fonctionné grâce à ça, grâce à cette proposition d'objets, de produits que tu trouveras après plus jamais, quoi. Oui, alors certainement, parce qu'en fait ce qu'il y a, c'est que les gens ils voient qu'ils débloquent des choses au fur et à mesure, donc ils s'intéressent toujours à la campagne. C'est pas ils achètent une fois et puis ils regardent plus la campagne, ils achètent et puis ils voient il y a des paliers, viens, je vais repartager, tu vois, ils repensent à partager parce que parce que plus ils partagent, plus ça leur apporte au final. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont gagnants. Plein de trucs, surtout que quand tu participes, même au début ou à la fin, ça va décider des gens. Il y a tout ça. Bon, allez, c'est bon, je vais me procurer l'album. On a bien vu d'ailleurs au dernier live qu'on a fait, dernier jour, dernière heure. Ouais. On a encore augmenté de, je sais plus, c'était 1000 BD ou un truc comme ça. En fait, à la dernière journée, on a fait plus de 60 000 €, je crois. Ouais, c'est là, vous voyez, les gens étaient encore hypés 2 mois et demi après. C'est eux qui disent, je vais l'acheter plus tard, et puis à la fin, ils se disent, oui, en plus, il y a tout ça, tous les cadeaux, donc ils se décident au dernier moment. Il y a ceux qui s'achètent au tout début, et qui se disent, le projet il est cool, il y a tout ça débloqué, mais ils achètent la BD, mais ils achètent aussi, parce qu'il y a des youtubeurs qui l'aiment bien, tu vois. Donc, après, il y en a qui changent de palier aussi, je sais qu'il y en a certains qui ont changé de palier pour être encore plus. Parce qu'ils voyaient que le projet était vraiment cool, donc ils ont encore changé de palier. Alors après, moi, ce qui m'a très surpris, c'est les paliers à 1000 €. Ah oui, ils sont partis là, les 5 en une semaine. On en avait mis 5, on dit bon, il y en aura peut-être 1 ou 2. En une semaine, il n'y en avait plus. Ouais, ça c'est fou. Bon, après, ils ont une planche originale. Moi, les planches originales, quand les auteurs les vendent, c'est entre 300 et 500 €, tu vois. Après, ils ont la soirée. On nous les a un petit peu reprochés, ces paliers à 1000 €. Je voyais certains commentaires qui disaient comment osez-vous mettre un palier à 1000 €. Mais je vois par exemple Noob, là, leur nouveau projet là, sur leur jeu vidéo, ils ont 126 places entre guillemets, hein. Enfin on peut acheter 126 fois un palier à 1000 € en fait sur le truc. Et c'est parti aussi en 2 semaines. 126 fois 1000 €. Quoi, bon, ça se fait un peu partout, hein, mais
C'est sûr que c'est 1 000 €, mais après, il faut voir les contreparties derrière, hein, parce qu'après, ils vont être en tournage avec nous, hôtel à Paris, enfin tout ça, c'est pas... Ouais, hôtel, bouffe, et puis après, planche originale, toutes et les soirée, contreparties précédentes, quoi. Voilà. Plus la soirée après, la soirée quenouille, là où il y aura aussi tous les youtubeurs, voilà. Donc en gros, ils ont deux événements avec nous, c'est ça. voilà, à vivre, voilà, ils se sont payés. Bon. Ceux qui peuvent y mettre, oui, après, voilà. ça les regarde, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. Il y en a, ils mettent bien 1 000 € en une soirée dans les casinos, tu sais. Ah non, mais c'est vrai, il y a bien pire, hein, largement. Du coup, 5e question ? Oui. Allez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule tout le processus de la BD Les FDP de Tubonia, de la création jusqu'à la distribution, en passant par l'impression ? D'accord. Alors, la BD, comment elle marche ? C'est que donc tous les sous déjà sont récoltés sur Ulule. Donc les Ulule reversent les sous à ma boîte d'édition. Et avec cette boîte d'édition, donc après on a les contrats entre tous les auteurs. Et après je redistribue les droits d'auteur qui sont reversés à chacun. Ensuite, après avec l'argent, donc il y a la part Ulule que Ulule garde en fait avant de te reverser, bien entendu. Pourcentage, ouais. Le pourcentage. Ensuite, donc nous ce qu'on fait d'abord, c'est je dessine l'album avec Florianx. Donc l'assistant, pour ceux qui savent. Voilà, donc avec mon assistant. Qu'on a pu financer grâce au projet Ulule. Voilà. Donc je le rappelle. Donc ça, tout c'est moi qui le rémunère avec ma part à moi. Parce que c'est moi, en fait, normalement, dans le circuit traditionnel, hein, l'album, enfin, les pourcentages seraient répartis 50-50 avec scénaristes et dessinateurs. Donc là, on est 4 scénaristes. Donc toi, Antox, Gibbs et moi. Et moi, le seul dessinateur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai pris 50% en tant que dessinateur, mais je laisse ma part scénariste à vous. Parce que quand même, au début, on s'est dit, comme ça va jouer sur votre notoriété, donc voilà, vous repartagez les 50% en 3. Donc voilà, vous c'est scénario. 17 quelque chose, il me semble, voilà. Quelque chose comme ça. C'est ça. Moi du coup, j'ai donc beaucoup plus de droits et beaucoup plus donc d'argent. Moi avec mon argent, je peux financer donc tout ce qui est dessin, donc je peux financer la rapidité du dessin en me payant les services d'un assistant qui fait essentiellement le décor et quelques recherches aussi. Donc à Florian, et puis après aussi pour la boîte d'édition, pour gérer la boîte d'édition, parce qu'il faut savoir aussi que pour la boîte d'édition, après il faut au niveau de la fiscalité, moi j'ai un expert comptable spécialiste dans le financement participatif. Le même que celui de Noob. Le même que celui de Noob. C'est-à-dire, lui, s'est spécialisé, parce que ça n'existait pas avant, grâce à Noob. Donc, moi, j'ai récupéré ce Noob, et bon, ça, c'est aussi très cher. Donc, ça, c'est moi qui paye tout avec ce que j'ai, et qui crée ma boîte d'édition, et qui m'occupe de tout ça, parce que c'est moi qui ai voulu le faire. J'ai un peu cet esprit-là d'entrepreneuriat, et ça, c'est ma partie. Donc, dès que j'ai payé tout ça, après, dès que j'ai fini de le dessiner, on envoie ça à l'impression. Donc nous, on a une société à Paris qui s'occupe d'imprimer nos albums en Pologne. Donc peut-être qu'on ira visiter, je sais pas. Peut-être, on verra. On verra. Je sais pas si on pourra aller voir là-bas, parce que ça serait cool de filmer les machines et tout. Donc nous, on va imprimer ça. Et puis après, dès que c'est fini d'imprimer, l'imprimeur envoie ça à notre société de routage. Donc la société de routage, ça va être encore Noob qui va nous aider. En fait, eux, avec leur société Olidri, ils proposent aussi ce genre de service d'envoyer en fait les colis, parce qu'ils se sont un peu spécialisés grâce à leur campagne et leurs nombreux contributeurs. Ils sont super organisés pour faire les colis et envoyer en masse. En plus, ils ont des tarifs préférentiels avec la poste et tout. Donc ils nous ont proposé de nous faire un super tarif et de nous envoyer ça, les 26 000 albums avec le livret de Tubonia et les cartes de leurs locaux. En plus, dans le monde entier, on précise. Dans le monde entier, ceux qui ont négocié tous les tarifs, et voilà, c'était génial. En plus, moi, nickel, c'est à côté de chez moi, on habite à 10 minutes en voiture. Le monde est petit, hein. Voilà, et ah oui, mais attention, Toulon, capitale française du crowdfunding, hein, parce que tous les 5 gros projets Ulule qui sont à Toulon en fait. Ah ouais. Ouais, bah déjà t'as Noob
Noob le film, Noob le jeu vidéo maintenant, les FDP de Tubonia, le RCT, le club de Toulon, ils ont fait un gros financement participatif, le journal Le Var Matin, ils ont fait un gros financement participatif. D'accord. Et à Toulon, il y a Ulule devrait, je pense, ouvrir une antenne à Toulon. Parce que bon. Donc, donc c'est eux qui vont s'occuper de ça. Et en plus, moi, je peux aller chez eux et on peut aller checker et je peux aller regarder un petit peu et jouer et voir avec eux comment ça se passe et tout. Et en plus, comme moi, je dois dédicacer une centaine d'albums en dessin et donc moi, je peux aller directement là-bas dans leurs locaux et les dédicacer. Et puis, ce qu'on a prévu, c'est pour les, je sais plus, 2000 albums à signer. Ah oui. Là, on s'est tiré une balle dans le pied avec ça, on savait pas. Hein, Mais surtout qu'on s'était dit, bon, la signature, on les met au palier à 40 euros. Ouais, voilà. Parce que si on les met au palier à 15 ou 20 euros, on va devoir en signer 1000. Et résultat, on va en signer 2000 parce qu'on s'attendait pas du tout à ce que le palier au-dessus de 40 euros et tous ceux qui suivent après. Ouais, il y en a bien 2000, 3000. Ouais, c'est ça. J'ai plus. Ouais, 3000 signatures, on va y passer 2-3 jours. Hein. Bah, en fait, nous, ce qu'on a prévu. D'ailleurs, prévu de faire un live, justement, où on posera la caméra. Ouais. Et en même temps, donc ce sera un live YouTube en direct, vous nous verrez signer les 3000 albums. On a prévu ça dans les studios d'Olidri, donc de Noob. Et donc on va le faire chez eux, parce qu'ils ont tout le stock. Voilà. Et, voilà, on va faire ça là. Donc une fois qu'après c'est eux qui envoient, et puis les gens ils recevront leur BD. Cool. Voilà en gros la chaîne de ça. Donc c'est très, la chaîne est très courte. Hein. C'est très différent dans un monde d'édition où c'est l'éditeur. Donc d'abord on envoie à l'éditeur qui envoie à l'imprimeur qui envoie au diffuseur, les diffuseurs qui mettent dans les librairies, et puis après les personnes viennent acheter leur album dans la librairie. Ouais. Donc voilà, là c'est beaucoup plus court quoi. Bon bah du coup, 6ème question. Alors, suite au succès de la BD Les FDP de Tubonia, tu as créé ta propre boîte d'édition ce mois-ci, avec laquelle tu comptes notamment proposer aux auteurs des pourcentages bien supérieurs à ceux habituellement proposés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ça ? Oui, alors bon bah là du coup moi qui voulais plus du tout passer par le circuit traditionnel, je me transforme en éditeur, mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus vertueux et qui met l'auteur au centre de la création et enfin au centre du processus quoi. C'est lui qui en tire le plus gros bénéfice. Alors moi j'ai appelé ma boîte d'édition les éditions parallèles. Du coup, comme mon atelier, et en fait, voilà, c'est vraiment passer par un circuit parallèle, quoi. Et donc, moi, en tous les cas, de ma boîte d'édition, normalement, à moins que je change d'avis, mais c'est surtout éviter de passer par le circuit librairie, tout ça, parce que c'est avec diffuseur et tout ça, donc parce que c'est là où ça devient plus du tout équitable pour l'auteur. Et moi, sachant que l'auteur lui touche 10% sur le prix de l'album. Et s'il travaille avec un scénariste, ça fait 5% chacun. Ouais. Sur le prix d'un album. Ok ? Pas grand chose. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est que sur les bénéfices, donc moi je le calcule un peu autrement, sur les bénéfices, c'est que l'auteur touche 80%. Ouais, donc on passerait de presque 5%, 5-10% à 80%. Voilà, à 80%. L'auteur. Sachant que voilà, moi la boîte d'édition garde 20, donc avec ça je m'occupe de payer les experts comptables, les maquettes, ou voilà un employé qui va gérer le truc. Et puis après voilà, j'aurai besoin juste d'un employé, ça, parce que je vais pas faire des. Bon, mon but après avec cette boîte d'édition, c'est d'abord développer Tubonia, et après aussi publier d'autres auteurs, notamment des youtubeurs. Alors là, je dis pas les noms, mais je suis en train de signer 2 youtubeurs, un avec 1 million d'abonnés et un avec 500 000 abonnés. Donc encore une fois, alors on peut utiliser ce système-là à partir du moment où on a une communauté derrière. Ça sert à rien par exemple, si vous êtes un jeune auteur et que vous voulez m'envoyer un dossier d'édition, moi je pourrais pas le faire. Moi je suis pas j'ai pas la puissance d'un éditeur traditionnel. Encore une fois, moi jette pas la pierre sur les éditeurs, hein. Jette la pierre sur un système. Et personne n'est personne n'est responsable. Enfin, il y a une surproduction qui tire tous les auteurs vers le bas. Enfin, disons qu'il y a une part de gâteau à se partager pour les auteurs, mais vu qu'il y a de plus en plus d'auteurs, la part de gâteau est toujours de plus en plus fine. Donc ça fait que les auteurs ne peuvent plus vivre et les éditeurs surproduisent. En tout cas, le système les pousse, je sais pas, en tous les cas, je veux jeter la pierre sur personne, mais en tout cas, le système surproduit, on va dire, entre guillemets, et ça fait que les auteurs
il y a toujours autant de lecteurs, voire ça grossit un peu plus, mais bon, les auteurs se repartagent une part de gâteau beaucoup plus fine. Ouais. Alors, pour ça d'ailleurs, pour mieux illustrer le propos, dans le lien, dans la description, on va vous mettre le lien de la BD de Maliki sur le système d'édition traditionnel. Maliki est une personne aussi qui a fait un Ulule, qui a publié, qui a fait un Ulule qui a cartonné. Et qui fait partie des 10 plus gros projets du LUL et qui a édité en fait en BD toutes les strips de son blog, en fait toutes les histoires dans son blog, et les a éditées en bande dessinée. Et il est passé par le financement participatif, et il est aussi sur Tipeee. D'ailleurs, son Tipeee qui récolte à peu près 9 000 € par mois. Ah ouais. Et il a fait une BD qui a cartonné. Donc tu vois, lui c'est un auteur, il est galéré quand il travaillait chez Ankama, tu vois. Et le mec dessine super bien il a vraiment un talent fou, il fait des dessins magnifiques, mais il galérait à l'époque où il passait par le circuit traditionnel, et là le jour où il s'est émancipé de tout ça, voilà, maintenant j'espère pour lui qu'il vit bien de son art, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que ça marche très bien pour lui. Mais lui, tu vois, il a pu faire ça parce qu'il s'est construit toute une communauté autour de lui. Ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il est sur les sites et tout, qu'il a une grosse communauté qui le suit. D'ailleurs, quand on a lancé son Tipeee, lui-même ne savait pas que ça allait autant cartonner. Quand il a fait son Lul, il ne savait pas que ça allait autant. Enfin, voilà, lui, ça aussi, ça y tombe dessus, et tant mieux pour lui, et bravo. Mais attention, après, ça, c'est des cas d'exception. Pas tout le monde est Maliki, tu vois, et donc c'est compliqué. Donc, pour un jeune auteur, moi, en tous les cas, je peux proposer ça à des personnes qui ont déjà une communauté. Je peux leur proposer mon service éditorial, c'est-à-dire que j'ai le réseau avec les imprimeurs. On peut passer par le financement participatif, parce qu'avec Ulule, maintenant, j'ai pas un partenariat, mais j'ai un contact très privilégié avec eux. Et j'ai même des petits avantages. Donc moi, je peux proposer mon expertise aussi, parce que bon, voilà, en tant qu'éditeur, je peux faire du suivi, et je peux proposer aussi mon réseau. Et finalement, tu as développé un petit réseau, quoi. Voilà, un petit réseau. Peu comme un éditeur classique. Voilà, comme un éditeur classique. Mais seulement un réseau spécialisé dans le financement participatif. Dans le circuit parallèle. Dans le circuit qui ne passe pas par les magasins, quoi. Voilà, qui passe pas par les magasins. Mais c'est la seule façon pour que les auteurs puissent vivre. Tout simplement. Puissent vivre. Et sinon, voilà. Sinon, ils survivent. Les 2 auteurs que je vais publier là, il y en a un, c'est un dessinateur, mais lui, comme il peut pas prendre un an de sa vie pour dessiner, je vais dire, écoute, tiens, voilà 15 000 €, fais ta BD tranquille, comme ça tu peux vivre, 15 000, 18 000, je sais pas combien il va avoir besoin. Je dis, tiens, je les récupérerai quand on fera un Ulule et quand on vendra le truc. Ça, je fais des avances au droit comme un éditeur. En fait, je vais me comporter comme un éditeur. Mais ce cas, c'est que moi, maintenant, j'ai l'argent et j'ai la réserve nécessaire pour financer le truc, pour que quelque chose sorte et que moi, je récupère. Donc, je vais récupérer mes sous que j'ai donnés, plus les 20% et lui, les 80% du reste. Ok. Donc, tu vois, c'est vertueux. Moi, je vais avoir, maintenant, j'ai une force de frappe, j'ai un capital où je vais pouvoir financer des projets, quoi. Ouais. Et voilà, je vais vraiment créer quelque chose de vertueux pour les auteurs. Tu vas vraiment te lancer dans l'édition, quoi. Bah non, parce que je veux surtout faire Tubonia, tu vois. Oui, d'ailleurs, ta boîte d'édition sera forcément plus centrée sur la série Tubonia. Oui, voilà, au départ. Voilà, au départ, ouais. Enfin, là, j'aide 2 personnes, je vois comment ça se comporte, tu vois. Je fais des tests, je prends un peu des risques, parce qu'imagine ça bide et Ulule, ça atteint pas leur palier. Merde, je perds de l'argent. Justement, ça c'est le risque du producteur, quoi. Voilà, ça c'est mes risques. Mais bon, après je suis confiant, parce que c'est des gens qui ont une grosse communauté. Je veux dire, 500 000 abonnés ou 1 million. Bon, vraiment, tu rentres dans tes frais, quoi. Ouais. Bon, bah, du coup, 7ème question. Alors, la visibilité n'est pas la même en édition classique qu'en autonome, car il n'y a pas de publicité et de vente dans les grands magasins. Est-ce pour toi un gros handicap, ou au contraire, est-ce selon toi quelque chose de trop surestimé ? Alors, sachant que au niveau de la publicité, bon, les éditeurs ils font de la pub que pour les choses qui marchent. Ouais. C'est très rare qu'ils fassent de la pub pour un nouveau truc, sauf si la presse spécialisée se prend d'affection, pour un nouvel auteur qui sort le truc. Donc pour les gros coups de cœur, ça après il peut y avoir quelque chose, ou des prix genre Angoulême, pas des petits prix dans les festivals, bon ça marche pas. Parce que moi, mes 2 albums ont été primés, hein, mais c'est pas pour ça que... Celui qui a bidé, il a reçu 2 prix quand même. Ah ouais? Ouais. Prix des lecteurs sur un site de BD, et un autre prix, Bulle en Fureur.
C'est un truc à Rennes qui se passe. C'est national. C'est des classes d'enfants un petit peu en difficulté, je crois, et qui font des sélections. Et puis après, ils ont primé celui-là. Et j'ai succédé à Arthur de Pince, celui qui fait Zombilenium. Ah ouais? Ouais. L'année d'avant, c'était lui qui avait gagné avec son ça, et moi j'ai gagné avec ça. Mais bon, ça rapporte rien. Ça vaut rien. Le seul truc médiatique qui donne de l'ampleur, c'est Angoulême. Voilà, bon, après, pour se faire sélectionner là-dedans, c'est avec 6000 titres qui sortent, enfin 5000 titres qui sortent par an. Ouais, il y a de la concurrence. Après, en magasin et tout, pareil, il y a tellement de choix. Des fois, les BD restent sur les étalages 1 mois, enfin 2 semaines. Des fois 1 mois, 3 mois quand on est chanceux. Point. Après, c'est fini. La durée de vie d'une BD, elle est sur 3 mois. Après, c'est fini. Ah, c'est un peu comme au cinéma. Si le film a plus ou moins de succès, ils augmentent les semaines. Ouais, voilà. Ils le gardent plus longtemps. Et les films qui restent 2 semaines en salle. Ah ouais. Mais c'est compliqué. Après, en passant par le circuit traditionnel, c'est là où on peut se faire voir par les magazines spécialisés de BD. La presse spécialisée parle de TBD. Parce qu'ils voient ce qui sort. Parce qu'eux, ils peuvent en parler et dire ouais, vous pouvez l'acheter. Parce que si on passe sur Lul, vous pouvez pas l'acheter. Quoi. Ouais. Parce que c'est passé. Donc eux, ils peuvent faire des reviews et dire on a bien aimé, on n'a pas aimé. Bon, ils mettent des mauvaises notes. Il y a des auteurs qui n'aiment pas ça. Bon, c'est normal que tu te fais critiquer. Critique. Même sur YouTube, on sait ce que c'est. Et donc là, ça crée aussi des expositions. Donc le circuit traditionnel te permet ça. Voilà. Ça permet aussi de toucher un public que tu peux pas toucher sur Internet, tu vois. Ouais, voilà. Un public qui traîne pas sur Internet, tout simplement, et qui d'un seul coup voit par hasard cette BD-là. Tout à fait, ouais. Quand tu traînes dans une BD, dans une librairie, tu peux tomber sur un truc, tu peux découvrir. En fait, il y a des gens qui ont le plaisir d'aller dans les librairies et de découvrir en lisant, voilà, en voulant offrir quelque chose. Ou tu vois, il y a la BD aussi pour offrir. Tu vois, il y a beaucoup de BD qui sont achetées pour être offertes. Ouais. Donc ils vont faire un choix parmi l'étalage. Ouais, moi je sais pas. Mon fils, il aime le rugby, alors je vais sur une BD sur le rugby. Par exemple. Il aime l'Heroic Fantasy, c'est un anneau, j'ai acheté une BD sur les nains. Il aime l'hôpital, alors je vais lui acheter Chambre à 2. Ouais. Bon, moi je sais pas comment on peut acheter cette BD. C'est vrai, en même temps. Ouais. Après voilà, handicap, inconvénient, ça dépend, voilà, ça dépend. Déjà, il y a le petit côté fierté, quoi. Oui, moi, je vois par exemple. Je peux le dire, hein. Moi j'aurais été super content de voir la BD La FDP de Dupont-Nier à la Fnac par exemple, ça aurait été ma grande fierté. Et on en a discuté, hein, je sais très bien, mais t'as raison. Mais tu sais, pour le petit côté fierté, tu te balades dans les rayons, tu vois ta BD à la Fnac, ça fait quelque chose quand même. Quoi. Mais quand ma première BD est sortie, mais comme j'étais trop fier, bah ouais. Mais j'étais heureux et je voyais des gens qui prenaient ma BD, je prends la photo. Vite fait, tu vois, discrètement je prenais mais ouais, t'es trop fier, mais ouais, après, ce qu'il y a, c'est que moi je suis déjà passé par là, donc c'est clair que je vous en ai privé. Quelque part, je voulais... Sachant qu'on avait été contacté par une grosse boîte d'édition. Ah non, mais pas par qu'une. Oui, par plusieurs, mais surtout par une très très grosse. Je crois bien que c'était la plus grosse boîte de France. Ouais, moi oui, il y en a un qui est venu de la plus grosse boîte. Ouais, mais enfin il y en a eu une 3-4 dans le top 10. Ouais, toutes les grosses boîtes sont venues. Qui nous ont contactés et qui nous promettaient on aurait été dans toutes les Fnac, tous les Virgin, tous les trucs comme ça. Tu vois. Non, Virgin ça ferme. tous les trucs qui vendent tout le circuit traditionnel. Ouais, toute la presse spécialisée BD quoi. Et qui étaient super intéressés. Bien sûr. Et nous on a dit non. Mais oui, enfin, t'as dit non. J'ai dit non, mais elles étaient déjà vendues. Pourquoi je vais te donner 90%? Tu vois, t'imagines? Non, mais c'est sûr. 90% de ce qu'on a gagné, je vais te le donner pour que tu les mettes dans les Fnac. On les a déjà vendus, je vais pas te... C'est ça. Non, mais après, voilà, c'était juste pour le côté... Après, le truc qu'on pourrait faire, c'est juste que maintenant qu'elle a été publiée, c'est dire, bon, on revend les droits à une boîte d'édition, qui eux ont le réseau des diffuseurs pour le mettre dans tous les trucs. Donc pour refaire encore un coup. Sûr, mais ça c'est pas ma philosophie. En fait moi ce que j'ai envie de faire c'est maintenant que je crée ma boîte c'est tu vois c'est créer quelque chose qui change maintenant. C'est créer une autre alternative. Et vu que moi maintenant tu vois je suis pas une petite boîte, enfin je suis une boîte d'édition maintenant avec une grosse trésorerie. Tu vois. Donc je peux me permettre des coups. Commences direct avec un gros capital. Voilà, je commence direct avec un gros capital et donc je peux déjà commencer à faire des trucs, toi. Et des trucs pas trop risqués parce que les gens ont déjà de la communauté. Donc en plus, moi, je vais même pas leur prendre tout leur argent. Ouais. Dire, tu vois, enfin, ils vont même garder la plus grosse partie. Moi, j'en prends un petit peu, je prends ce qui me revient, quoi. En plus, je prends quasi le même pourcentage qu'une boîte d'édition.
Tu vois, l'audition, elle doit prendre à peu près 20%. Ouais, c'est juste que vu qu'on a sauté pas mal d'intermédiaires, bah, Ouais. voilà. C'est ça. Et donc voilà, je prends ce que la boîte d'édition doit prendre. Et juste les autres intermédiaires, non. Voilà. Après, voilà, il y avait aussi le côté, parce que moi qui lis beaucoup les commentaires, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre qu'on vendait pas dans les magasins parce que ils n'achètent pas sur Internet. Enfin, mais ils n'achètent pas ou leurs parents veulent pas acheter sur Internet, ouais, tu vois. bien. Et qui disaient ah ouais, mais moi, tant que ce sera vendu sur Internet, je pourrais pas l'avoir parce que voilà, il faudrait dans les magasins. En tous les cas, le truc, c'est que pour que les gens puissent l'acheter autre part. Oui, on vendait aussi aux conventions. Ouais. Les conventions. Ouais. Vu que vous tournez énormément, toi et Antox. Exact. Ouais. Vous tournez dans les 4 coins de la France, au bout d'un moment les gens, la BD ils vont l'acheter pour vous. Donc ils vont venir à la convention pour vous. Et parce que vous êtes dans le coin, donc ils vont venir acheter. La dédicacer. En plus ça sera dédicacé directement. Donc voilà, sûr. ça sera... de toute façon maintenant on peut le dire, le tome 1 sera, on a dit qu'il ne sera pas réédité. Alors il ne sera pas réédité sous la forme qu'on a mise sur le Ulule. Ce sera plus du tout la même couverture, il n'y aura pas les cartes, les tuiles, il n'y aura pas le hardbook. Et il n'y aura pas les pages bonus à l'intérieur avec les noms et les petits trucs en plus. Ça sera uniquement la BD, juste la BD, pour le même prix, 15 balles, sans les bonus, sans les cartes, sans le hardbook et avec une couverture différente. Donc c'est l'édition collector Ulule, elle existera et avec tous les cadeaux Ulule, ça les cadeaux Ulule, cartes et hardbook, et ouais, les hardbooks. Ça c'est unique, ça c'est une fois. La BD, vu qu'on va faire un tome 2 et tout, bah c'est con si t'as pas le tome 1. Donc là on a réfléchi, vu que le succès, alors nous on pensait que c'était un one shot, tu vois, on faisait un deal entre potes. Ouais. On a fait un truc qui nous plaisait et ça a plu à tout le monde. Bon après les gens nous disent ouais mais vous savez que ça allait marcher. En fait quand tu regardes après coup tu te dis bah ouais c'est vrai que ça avait tous les temps pour marcher mais on savait pas quoi. Ouais. Enfin vraiment hein, on a fait. On avançait dans le vide quoi, dans le flou total. Et... On avançait dans un délire quoi. Ouais on va faire une BD Heroic Fantasy avec des youtubeurs en mode tubonien. Ça marche, ça marche pas. Voilà, j'en fais 1000, moi j'aurai assez d'art. Voilà, moi, avec 1000, moi avec ma partie me paierait tous les week-ends où je dessinerais dessus, tu vois. Et voilà, ça me suffirait pour faire la BD quoi. C'était cool. Faire une BD. En plus j'avais très envie de refaire une BD. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de BD. Je dis voilà c'est l'occasion. Puis chose incroyable, enfin moi quand j'y pense c'est surprenant, c'est que personne n'avait encore fait une BD sur l'univers de YouTube. Alors que bon, je veux dire, les youtubeurs c'est pas ça qui manque, il y en a plein qui ont sorti des livres, des BD, tu vois, mais personne n'a eu l'idée de faire une BD sur l'univers YouTube. Il y en a qui ont sorti un jeu de cartes, hein, comme on sait, mais une BD non, c'est incroyable. Donc du coup, bah on est arrivé. Ouais, c'était pour et nous. Ça a plutôt bien marché. Ouais. Donc c'est mieux quand on n'a pas de communauté de passer par une maison d'édition classique qui nous permet après de passer par les magasins et qui à terme peut-être nous faire connaître. À terme, parce qu'après une fois, après ce qu'il y a c'est qu'on touche tellement peu de pourcentage que c'est très difficile d'en vivre. Ouais, disons que si on veut passer par ce système-là, c'est plus dans le but de se faire connaître que de gagner de l'argent, quoi. Ouais, et puis aussi, surtout, si on n'a aucun esprit entrepreneurial. Un tremplin, quoi. Non, mais si on n'a aucun esprit entrepreneurial, je veux dire, faire un Ulule, c'est énormément de boulot. Tu te rappelles la campagne, on était surtout bien contents quand c'était fini. On était tous en train de bosser comme des fous sur les vidéos. Toi, en plus, t'as pas mal, t'avais tous tes potes youtubeurs avec qui tu discutais, savoir. C'est moi qui étais en relation avec tous les youtubeurs qui nous ont fait de la pub entre guillemets. Bah ouais, et puis alors moi j'étais là, lui il veut nous faire une pub. Une fois il y en a eu 2 dans la même nuit. Oui, parce qu'il y en avait certains justement, parce que moi en gros j'étais en relation avec tous les youtubeurs que vous avez pu voir qui ont fait de la pub pour la BD. C'était moi qui leur parlais, qui gardais le contact avec eux, puis après je transmettais les infos à Julien. Et il y en avait certains, donc je leur demandais, tiens, tu comptes faire peut-être une pub. Enfin, ils se proposaient d'eux-mêmes la plupart, hein, mais la plupart disaient, ah, je vais faire une pub pour la BD dans telle vidéo, sauf qu'elle sorte, sauf que je la tourne demain. Et ils me disaient ça le soir même. Et moi, donc après, je disais à Julien, bon, bah Julien, il va falloir que tu t'inventes le perso, que tu le dessines, et que tu mettes tout ça au propre en une nuit. Et il le faisait. Et parfois, il y en avait 2 d'un coup. Le pire, ça a été Super Flame et YouTunes. Ouais. Tu les as fait en une nuit, les deux là, les deux en une nuit. Et le pire, c'est que Super Flame, j'ai dit s'il avait des idées, en plus il est assez créatif, tu vois, comme mec. Ouais, il voulait un truc bien spécifique. Ouais, il dit, moi je veux sur un perroquet et tout. Je dis, c'est génial comme idée. Ah, putain, mais il faut le faire. Et j'ai la nuit pour le faire. Et puis après, il y a YouTube derrière. J'ai envoyé le truc, j'étais mort. Et après, le lendemain, j'avais cours. Je donnais des cours, j'arrivais comme ça avec mes élèves. Alors, regardez les beaux dessins que j'ai fait. Et non, ouais, c'était incroyable. Une aventure très épuisante, excitante.
mais épuisante. Et après aussi, comme je dis, c'est du boulot de faire du financement participatif. Donc déjà, la campagne, c'est du boulot. Et puis après, de s'auto-éditer. Parce qu'après aussi, il faut créer une boîte d'édition pour encaisser les droits d'auteur, pour pouvoir cotiser aux AGSA qui gèrent les droits d'auteur, la sécurité sociale. On a tout cet argent est dans une association. Le problème, c'est que l'association fait qu'on ne peut pas se rémunérer, parce que sinon, ce serait plus une association, ce serait une société. Alors, en fait, ce qu'elle pouvait financer un bouquin et payer les droits d'auteur, mais l'association ne peut récolter que jusqu'à 60 000 euros. Oui, voilà. Bon, on a explosé le truc. Donc ça fait que l'association, du coup, on ne pouvait plus l'utiliser. Donc j'étais obligé de créer ma boîte et tout. Et donc on peut passer par les associations, c'est pour les petits tirages et tout, pour les petits trucs, ça va. Mais après, quand c'est un peu plus gros, là, il faut plus des... Voilà. Et c'est pour ça que si un auteur, il n'est pas du tout entrepreneur, il est que dans sa création, il y en a plein comme ça. Il y en a beaucoup. Chacun son domaine après. Et donc du coup, eux, ils se reposent sur les éditeurs pour faire tout le boulot. Et pour faire les maquettes et tout, eux, ils envoient juste les dessins et les textes. Après, l'éditeur s'occupe de faire les corrections et tout. Parce qu'il y a quand même un gros boulot d'éditeur, un gros boulot éditorial. Voilà, mais après, c'est deux philosophies différentes. Si t'es un entrepreneur qui est un peu occupé de ton bouquin, faire tous tes trucs tout seul, et voilà. Mais après, en contrepartie, t'es mieux rémunéré. Et après, passer par le système éditorial. Et tu peux avoir la publicité, tu peux passer par des festivals, tu peux gagner des prix, tu peux faire la visibilité, il va t'organiser des séances de dédicaces un peu partout, donc tu vas rencontrer ton public. Mais alors le piège quand tu fais des séances de dédicaces, c'est que c'est toi qui fais la promo de ton album sur tes week-ends. Donc les week-ends déjà tu bosses, parce que quand tu fais des séances de dédicaces en festival, tu prends une journée pour y aller, une journée pour tourner, tu sais ce que c'est en convention, tu dédicaces, tu fais entre 10 et 40 dédicaces dans le week-end, donc en gros tu touches 40 euros quoi. De droits d'auteur, sachant que c'est des droits d'auteur que le week-end pas très rentable. Voilà. Non mais c'est des droits d'auteur que tu as déjà touchés, en plus, que tu rembourses. Donc toi t'as même pas besoin de ça. Et en plus tu as boosté tout le week-end. Bon, après t'as eu un super échange avec ton public. Voilà, donc disons qu'au bout d'un moment t'arrives à bout de souffle. Moi je vois quand je faisais les festivals, moi j'avais des auteurs qui avaient déjà 10-15 ans de bouteille et j'en pouvais plus quoi. Tu m'étonnes. Et moi je voulais pas cautionner ce système en restant là. Je me disais non mais je cautionne si je fais ça, si je continue, tu vois. J'avais même proposé un autre truc, un autre bouquin à mon éditeur. Il m'a dit cette fois-ci Julien, c'est un 6-8 000 euros d'avance sur droit. Mais non, mais je peux pas, c'est pas rentable. Un an pour 8 000 euros. Ok, donc 8e question. Quels sont les meilleurs moyens pour un auteur de se faire connaître lorsqu'il ne passe pas par des maisons d'édition classiques ? Les réseaux sociaux. Tout simplement. Instagram, ça marche pas mal pour les dessinateurs. Ah ouais ? Ça, il y a beaucoup... Tumblr aussi peut-être ? Non, je connais pas Tumblr en fait. C'est plus pour les jeunes, c'est pour ça. Instagram, ça marche beaucoup. Après, Twitter pour les dessinateurs, bof. Twitter, c'est surtout réservé genre journalistes, politiques, youtubeurs, quoi, j'ai l'impression. Pour les dessinateurs, beaucoup moins. Facebook, mais qu'est-ce que c'est dur de monter sur Facebook ? Bah oui, Facebook, ça commence à être vieux et il y a de moins en moins de gens, j'ai l'impression. Snapchat, je sais pas ce que ça donne pour les dessinateurs. Ouais, ça va être chaud, là. Et après, YouTube, c'est pas mal. YouTube, c'est là où j'ai ma plus grosse communauté. Et les blogs aussi, à la rigueur. Blog, c'est bien pour mettre ton contenu, mais après c'est les relais qui comptent. Et les relais c'est Twitter, Instagram, Facebook. Et après le meilleur moyen en fait de créer une communauté autour de toi, c'est au-delà de ton dessin, de ton art. C'est aussi les gens ils aiment bien rentrer en empathie avec toi. C'est quand tu montes ta tête. Tu vois, c'est déjà un peu plus sympa quoi. Moi ce qu'il y a c'est que j'ai créé une communauté, mais j'utilise pas ma communauté. J'utilise surtout la vôtre. Enfin, on utilise surtout la vôtre et celle aussi après des youtubeurs qui ont bien voulu se prêter au jeu, nous faire un coup de pub. Donc, vu que c'est une BD qui parle de YouTube, donc c'est pas une BD qui parle de vous, c'est une BD qui parle de YouTube, même si vous êtes dedans. Donc après je suis pas le mieux placé pour répondre à ça. Mais après, ce que je vois des tendances, c'est que peut-être les festivals aussi, ça permet de se faire connaître si on gagne des prix, tout ça. Ouais, après le festival c'est vraiment très ciblé, c'est à petite échelle quoi. C'est quelques lecteurs tu vois que tu rencontres dans le week-end. Non, je veux dire si tu gagnes des prix, peut-être qu'après ça te fait un petit peu. Non, les prix, non. Mais non, les gros prix, il n'y a que Angoulême qui te fait connaître. Un gros prix Angoulême parce que il y a que là où les médias s'emparent de l'événement.
Ouais. Après, les autres prix, tu vois, j'ai gagné des prix qui sont complètement inconnus, tu vois. J'ai fait 2 BD, 3 prix, et je n'ai pas vendu des kilos. Là, j'ai fait des petits Tubonia, pas de prix, j'ai vendu tellement plus. Eh bien, on en est à la 9e question. Est-ce que l'édition par le système de financement participatif fonctionne tout de même sans notoriété de base ? On pourrait se dire que la BD Les FDP de Tubonia a marché car ses auteurs étaient connus sur YouTube, mais qu'en serait-il d'une personne quelconque qui voudrait se lancer dans ce système de financement ? Alors, moi, ce que j'ai vu, je peux vous dire un truc, j'ai une ancienne élève à moi, que j'avais dans mon atelier, son nom d'auteur c'est Gaïlisme, et qui a fait un projet sur Ulule, un tout petit projet, et en fait, elle a demandé 4500 € sur Ulule, c'était son palier qu'elle pouvait atteindre si elle a publié son bouquin. Et en fait, elle a pas du tout de communauté. Elle avait, je crois, 15 likes quand elle a commencé sur sa page Facebook. Ouais. Mais elle a réussi. Ah ouais ? Elle a réussi à avoir ses 4... Moi, quand on me dit « Ah Julien, je lance mon Ulule », je dis « Quoi 4500 ?» J'ai dit « Mais toi, tu veux quoi ? Tu veux juste l'imprimer, ta BD, tu vois ? Donc peut-être tu aurais dû demander moins, oh là là, ça va être ça. » Et en fait, je me suis complètement planté, je lui dis « Ah non. » En fait, il y a des gens qui arrivent sur Ulule et qui consultent ça, tu vois, ça devient une nouvelle librairie. Ouais. Et elle a eu suffisamment de donateurs, il y en a même des gens super généreux qui ont donné 1000 € tu vois. Ah ouais ? Ou 500, un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai mis des paliers à 1000 €, je me suis dit bon, il y a des gens qui tu vois, qui ont envie d'investir dans le projet. Et en fait, tu laisses la possibilité aux gens de vouloir s'investir, ils ont envie d'investir là-dedans, ben voilà, c'est ce qui leur fait le plus plaisir. C'est leur kiff. Ouais. Et donc, et là, moi, ça a été une grosse leçon, moi, de voir une de mes élèves cartonner et réussir sur ça. Bon, après, ça a sa petite échelle, tu vois, elle avait, c'est pas des grosses communautés comme des youtubeurs. Elle avait des abonnés sur sa page Facebook. Mais comme quoi, c'est possible, quoi. Ouais, comme quoi, c'est possible de réussir sur ça. Elle a eu, ça a été très local. Par contre, tu vois, son cercle était très local. Elle a réussi à décrocher des interviews à la radio, des trucs comme ça, des petits coups à chaque fois qui sont arrivés, à grappiller, et en un mois de campagne, elle a réussi à boucler son budget. Et maintenant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé aussi sa boîte d'édition pour pouvoir l'éditer. Et ce qu'elle a fait, c'est que donc elle a pu imprimer un stock qu'elle écoule en festival, tu vois. Donc voilà, il y a plein de petits réseaux. Et même quand on est petit, on peut y arriver. C'est faisable. Voilà, il faut voir. Après, c'est les échelles, quoi. C'est voir qu'est-ce qu'on atteint, tout ça. Et voilà, ça c'était très bien, très joli coup. Juste pas avoir de trop grands objectifs au départ, quoi. Voilà, nous j'ai vu les communautés quand on additionnait tout, ça faisait 500 000 abonnés, tu vois, en enlevant les doublons, les triplons. Et tu te dis bon, sur 500 000, est-ce qu'on peut en vendre 1000 ? C'est possible, tu vois. Voilà. 0,00. Voilà, donc du coup, ça le pourcentage de la communauté au final, c'est pas grand chose. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis 15 000 €, 1000 BD. Et ce qu'on a fait nous aussi avec Ulule, c'est qu'on a à peu près. Parce que moi, j'ai regardé après les gens qui ont acheté la BD sur Ulule et je vois le nombre de projets à laquelle ils ont contribué. Et souvent, il n'y a que les FDP de Tubonia. Donc il y a déjà beaucoup de personnes aussi qui se sont inscrites sur Ulule. Ouais, qu'on a apporté sur Ulule. Donc du coup, des gens qui sont intéressés par de la BD ou par des nouveaux projets et qui connaissaient pas le système de financement participatif, tu vois. Ouais. Donc du coup, ça devient de plus en plus vertueux ce système, tu vois. Ouais. Donc, plus il y a de projets, plus le donc, site est connu, donc plus les petits peuvent, voilà. De... Bon après ce qu'il y a, c'est que bon, c'est après encore une fois, s'il y a trop de projets, au bout d'un moment, tu sais plus où aller, quoi. Ouais, c'est comme il y a trop de. Après, il y a des catégories sur Ulule. Voilà, ouais, c'est bien. Les gens regardent sur Ulule que la partie BD, par exemple. Ouais, voilà, c'est clair, il y a des catégories que les gens. Les jeux de société, t'as plein de trucs. Ah ouais, il y a plein de trucs. Eh bien, on arrive à la 10e question. Alors, un tome 2 des FDP de Tubonia est prévu pour 2018. Est-ce que tu pourrais nous fournir plus de détails concernant l'état actuel du tome 1, sa date d'envoi prévue, la date de lancement du tome 2 et comment on compte procéder pour ce dernier ? Je sais qu'il y en a beaucoup et même encore aujourd'hui, qui me posent ce genre de questions, donc ça va permettre de clarifier tout ça. Alors, où j'en suis du tome 1 ? Là, à l'heure actuelle où on tourne, il y a 20 pages de dessinée. Donc on est le 20 octobre, il me semble, aujourd'hui. C'est ça, ouais. Et où le texte est posé et les aplats sont posés aussi. Les aplats de couleurs, c'est juste les couleurs, les teintes principales sont posées par Florian. C'est déjà que je ne suis pas repassé derrière pour remettre les couleurs que je voulais moi. Okay. Donc il a fait vraiment le travail de fourmi au début, là, le travail chiant. Assistant. Moi je fais que le travail cool. Je dessine les persos. Donc là il y a 20 pages sur 56 de dessiner. Je prends pas mal de retard par rapport à mon planning parce que je bosse en parallèle sur le tome 2 justement. Ouais.
Donc, C'est aussi en parlant de retard que tu as pris pas mal de retard durant l'été, oui. parce que tu étais occupé par les illustrations de l'épopée temporelle de Ah oui, Cyprien. c'est vrai. C'est chose qui n'était pas du tout prévue il y a encore 2 semaines avant la fin du projet. Bah ouais, c'est vrai que Cyprien m'a proposé de travailler avec lui avant que le Ulule cartonne en fait. Bah, Cyprien me propose de travailler avec lui, forcément moi j'ai envie de travailler avec Cyprien. C'est un auteur que j'admire beaucoup hein, dans toutes ses créations. Ouais, qui a fait une BD d'ailleurs. Sa BD, super. BD. Roger et ses amis. Ouais, Roger et ses amis. D'ailleurs, le chef otaku, on parle très bien. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de travailler avec lui et je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que les illustrations, il m'a un petit peu entourloupé parce qu'il m'a dit ça sera des illustrations plus ou moins compliquées. Et à chaque fois que je faisais des propositions, des propositions de cadrage pour les 10 épisodes que je devais illustrer, je choisissais toujours la plus compliquée à dessiner. J'en ai pour 3 jours. Mais après, je voulais pas me rater. T'imagines, ces vidéos faisaient plus d'1 million, 2 millions de vues à chaque fois. T'as 2 millions de personnes qui voient mes dessins. J'étais trop content, quoi. Cool. Et puis j'adorais m'envoyer le script. Pareil. Je me suis dit, bon, c'est cool de travailler avec Cyprien. Donc j'ai dit oui à n'importe quoi, tu vois. Et j'ai lu le script et c'était écrit avec Navo. François Descraques. Et donc j'ai lu le script et je l'ai lu d'une traite. Tellement c'était bien écrit. Je me suis dit, oh, putain, trop bien, les idées et tout. Et donc ouais, moi j'étais très motivé pour bosser là-dessus et faire les meilleures illustrations que je pouvais. Et c'est vrai que ça m'a pris finalement ça m'a pris beaucoup de temps. Disons que ça a un peu chamboulé. Ouais. Enfin, ça a peut-être reculé, je dirais, la date de sortie. Ouais, ça a complètement ça a reculé. Quand on a lancé la campagne Ulule, tu sais, d'abord il y avait 15 cartes. De youtubeurs et c'est moi qui ai contacté d'abord ces 15 premiers là pour avoir l'autorisation. Voilà, il y avait Cyprien, Squeezie, Rire Jaune, tout ça machin et d'abord j'ai envoyé tout le monde l'autorisation. Est-ce que vous voulez bien est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça en carte? C'est un cadeau, c'est juste un caméo. Il n'y a pas de pub sur votre on commercialise pas votre image. Voilà, on commercialise pas votre image ni rien. Je leur ai même expliqué des fois s'il y a un passage avec Cyprien qui va intervenir, ils disent juste ça et tout. Et ils m'ont dit et en fait Cyprien c'était le premier à me répondre. Le lendemain, direct. Il me fait oui, vas-y, j'ai compris le projet, c'est cool, pas de soucis. Et Kevin du Rire Jaune aussi. Donc, les deux qui font de la BD, en fait. Et ils m'ont de suite répondu. Et puis après, un peu plus tard, on a eu la validation des autres. De son côté, il respectait beaucoup les intentions de l'auteur, quoi. Parce que moi, je lui ai proposé des choses. Et puis voilà, tu vois, quand je le vois aussi travailler avec les autres auteurs, tu vois, c'est vraiment, il a un grand respect pour le travail des autres auteurs, tu vois. Ouais, chacun il est pas chiant. Son style, voilà, il est vraiment pas chiant. En plus, c'est un truc et c'est un truc qu'il voulait, c'est-à-dire chacun a son style et tout, et toutes les propositions. Après, des fois, 2-3 trucs, il m'avait demandé juste un tout petit peu de rectifier ça et tout. Hitler, il préférait que je le fasse de dos. Ouais. Genre, ok, je le fais de dos. Mais non, ça, c'était. Et d'ailleurs, il est venu à l'atelier. Et oui, en plus, il est venu à Sifour, les plages. Non, il est venu. Incroyable. Ouais, il est venu à l'atelier. Mais en plus, comment ça se passait, l'avancement de la BD, tout ça. C'est juste ça. Covid de courtoisie. Par curiosité. Ouais, par curiosité. Je dis, on n'a même pas de projet en commun, juste courtoisie. Voilà. Entre auteurs de BD. Voilà, ouais, on a beaucoup discuté. Donc très inspirant, franchement, un mec qui mène bien sa barque. Hein. Donc du coup, tu penses que ce sera envoyé quand? Non, déjà imprimé quand et envoyé quand? Entre l'impression et l'envoi, il se passera un mois, quoi. Ouais. C'est pas très long. Alors moi là du coup c'est que bon Noël on oublie, c'est trop compliqué. Et moi alors du coup ce que j'aimerais bien c'est l'envoyer un mois avant le départ de la campagne du tome 2. Ouais, que les gens les un mois avant tu vois. Pour que tu vois il y ait encore cette énergie du tome 1 qui arrive et puis voilà. Il y a déjà la hype de ça y est le tome 1 est sorti et on emboîte sur le tome 2 tu vois. Alors soit les gens ils détestent, quand les gens ils aient le temps de juger tu vois, s'ils veulent acheter le tome 2 tu vois. Et voilà pour faire une continuité. Donc j'aimerais lancer la campagne du tome 2 avril. En avril? Mai. Donc ça veut dire que le tome 1 en toute logique sortirait en mars, avril ou plus tard quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je pense finir les dessins début janvier tu vois. C'est pas impossible tu vois. Ok. Après il me reste la couleur. Et après il reste le maquettage et tout tu vois. Ouais, mais ça encore, ça aussi, moi je connais des anciens élèves à moi qui de l'école où j'ai, c'est une école de graphistes, tu vois, qui font du maquette. Je fais un petit billet, je donne du travail à quelqu'un, tu le fais pour moi,
Je les connais bien, en plus, c'est des élèves que je forme, tu vois, Ouais. et qui sont orientés plus vers le graphisme, pas forcément la BD, mais je sais comment ils travaillent, je sais qu'ils bossent comme je bosserais, tu vois. Et tu vois, et moi je peux accélérer parce que, tu vois, j'ai de la réserve, tu vois, et je suis pas là à regarder mes sous. Non, mais j'aime bien, voilà, c'est de l'énergie, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, j'aimerais faire ça, et même pour la fin, si ça se trouve, j'engagerai un autre assistant pour aller plus vite. D'accord. Pour le dernier mois, tu vois. Ouais. Et Donc, d'ailleurs, tu avais peut-être dans l'idée d'enchaîner direct sur le tome 2 après. Ouais. Alors moi, c'est ça. C'est justement la raison pour laquelle on a créé le scénario, on a fini le scénario du tome 2 bien avant que le tome 1 soit fini. C'est ça. C'est-à-dire que. Ce qui nous a permis de changer la fin du tome 1 d'ailleurs en conséquence. Ouais, légèrement, on a rajouté des pages. J'ai recalculé, putain, c'était dur. Hein. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que, donc, du coup, c'est pendant tout le laps de temps où, entre l'impression et l'envoi, moi, je puisse continuer à travailler et puis et toujours rémunérer mon assistant pour attaquer le tome 2. Pour qu'il déjà prenne de l'avance et qu'il n'y ait pas autant de temps d'attente. Quand le tome 2 sera. Quand la campagne du tome 2 sera finie, tu vois. Ouais. Donc, Ce qui nous permettra en plus de présenter plus de choses. Oui, voilà, il y aura plus. J'espère. Hein. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer. Là, je règle les derniers trucs, tu vois, de la boîte et tout, et après, je serai un peu plus libéré dans le travail. Parce que c'est vrai que. Tu pourras plus te focaliser sur ça. Ouais. Parce que, en fait, sortie du tome 1, enfin, date d'envoi du tome 1, vous le recevrez vers mars-avril au plus tard. Et voilà, comme on l'avait dit. Le tome 2 en avril-mai au plus tard. Ouais, comme on l'avait dit, premier trimestre, tu vois. Voilà. Enfin, début du deuxième, quoi. Ouais. Et du coup, comment on compte procéder pour le tome 2 ? Même pareil, la campagne Ulule, avec des cartes à débloquer, des choses comme ça. Bah, en fait, on va pas réinventer la roue. Ouais. Par contre, on va l'améliorer. Ouais. On va être beaucoup plus préparé que le tome 1, déjà. Déjà, on est Parce beaucoup. que le tome 1, c'était un délire entre potes, on savait pas que ça allait exploser. Maintenant qu'on sait qu'il y a du potentiel, on va préparer les choses bien plus en amont. Ouais. En fait, on sait pas. Là, on a une inconnue. On a surpris tout le monde avec cette BD-là. Super, c'est Game of Thrones version Tubonia, version YouTube. C'est Seigneur des Anneaux version YouTube. Ah, super, les youtubeurs, oh cool, moi aussi je vais faire partie du truc, je vais te faire une pub, mais après, est-ce que les gens vont vouloir. Est-ce que la hype va rester ? Voilà, est-ce que il y a le côté nouveau, mais voilà. Est-ce que maintenant, en deuxième tome, ils seront plus enclins Voilà, tu vois, parce que c'est uniquement, on fait ça dans la gratuité, dans le don le plus pur, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui pourrait rendre encore plus excitant un tome 2. Bon, c'est vrai que moi j'ai une idée que je vous ai proposée après au truc. Bon, on n'en dit pas plus. Non, on n'en dit pas plus. Non, là on le gardera, parce qu'on gardera l'effet de surprise. Mais je pense qu'on a trouvé l'idée. On vous prépare voilà. Un très 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 gros. Ouais, pardon. En fait, disons que la surprise sera aussi grande que la BD. Que la surprise que vous avez eue pour le tome 1. C'est-à-dire que. Plus grande, hein. Franchement. Oui, voilà. On voit le truc, le boulot que ça va demander. Ouais, non, c'est clair. Mais dites-vous qu'il va y avoir 8 mois de préparation, si ce n'est un an pour certains aspects du projet. Il y a un truc, qui. Ah ouais, non, il y a un truc, ça va être énorme. Non, mais je parlais que de la BD. Ah non, parce que moi je parlais des contreparties. Moi. Ah oui, non, il y a une contrepartie. Ah oui, le tome 2, oui, sera, d'après le scénario, encore mieux que le tome 1, personnellement. Ouais, j'ai l'impression que. Bah, moi, je le préférais. On a vraiment mis du lourd dans ce scénario. Moi, je vais prendre plus de plaisir à le dessiner. Oui, mais bon, déjà, fini le tome 1. Non, mais sinon, je pensais aux contreparties pour lesquelles, là, on a vraiment mis le paquet, et il y en a une surtout, à un certain palier, qui est énorme, quoi. Si on arrive à l'atteindre, c'est... personne avant nous, on a fait une contrepartie comme ça sur Ulule, hein, ça c'est clair. Ouais, je crois pas. Ah, non, nous, faisait des grosses contreparties aussi. Ouais, il fait des projections Rex, quoi. Ouais. Bon, nous, c'est... Mais je trouve que c'est encore plus grand qu'une projection Rex, hein, ce qu'on va proposer là. Ouais. Enfin, vous verrez. Non, c'est regarde. Après, nous, alors moi, ce qui a beaucoup marché, c'était les cartes. Oui. Et donc, du coup, on va refaire des cartes, mais on va les refaire différemment. Mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Donc, il y aura une nouvelle collection. Pareil, 32 cartes. Non, plus encore. Ah ouais, là, alors, oui, il y aura plus. Ok. D'ailleurs, comme j'ai bossé dessus, j'ai amené des prototypes et je vais te les montrer. Tu vois, c'est un paquet de 90 cartes. Et donc, tu les montreras en 9. Voilà. Et après, il y aura un nouveau livret de Tubonia parce que franchement, tous les dessins qu'on reçoit, que ce soit des gamins de 9 ans ou à des professionnels du dessin, franchement, c'est cool. Avec tous les fanarts en lien avec le tome 2. Voilà, en plus, ça fait une pub sur 26 000 personnes parce que les gens, ils ont leur blaze et leur Instagram, leur Facebook et tout. Partagent leurs réseaux sociaux, ça va faire une bonne pub. Quoi. Voilà, donc c'est un truc qui est distribué à 26 000 personnes.
Donc voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. Et nous, voilà, ça c'est un truc que j'adore. Moi, c'est les plus beaux cadeaux qu'on me fait, c'est ça, tu vois. Et même les cosplays. Je pense à Lise Cosplay et son frère. On a eu des cosplays d'ailleurs, ouais. Et moi, tu vois, pour un auteur, ça c'est la consécration. Ouais. Quand tu vois tes dessins des mecs, personnages de TV. Oh là là, c'est un truc de fou. Ouais. Donc ouais, ça je veux l'immortaliser et l'offrir, tu vois, c'est encore un truc de cadeau. Donc on va faire beaucoup plus de cartes, mais différents cette fois-ci, parce que rappelez-vous, la dernière contrepartie pour les cartes, ça se transformait en cartes sur le dos. Non, c'était à 500%. Oui, mais je veux dire, voilà. Ah oui, c'est vrai. La carte et après on continue à débloquer cartes et après on débloquait les tuyaux à la fin. D'accord. Et bien là aussi, il y aura un autre truc à débloquer. Ouais, je vois de quoi tu parles. Et mais après ça continuera. Mais bon, comme je vous dis, là il y aura peut-être entre 60 et 90 cartes en tout à débloquer. À la place des 32 cartes qui étaient débloquées dans le premier, donc ça fait beaucoup plus de cartes. Quoi. Un livret un artbook, et puis après 2-3 nouvelles contreparties. Ah, et aussi on n'a pas précisé que dans cette campagne pour le tome 2, donc on va rééditer, on en a parlé, le tome 1, mais donc on fera des formules tome 1, tome 2, pour ceux qui n'auront pas eu le temps d'avoir acheté le tome 1. Alors ça j'ai vu avec Ulule, si c'était possible. En fait, moi j'aurais voulu faire une contrepartie tome 2, donc par exemple 15€ le tome 2, et avec les contreparties, les cartes, le livret de Tubonia et les nouvelles contreparties qu'il y aura. Ça, et en même temps, s'il y a un moyen de cocher une case pour rajouter le tome 1. Ouais. Vous savez, le tome 1 qu'on a dit. Supplément, comme quand tu coches une case pour l'assurance. Voilà, c'est ça. Plus, le supplément tome 1 pour ceux qui l'ont pas, mais attention, il est à 15€ pareil, mais il n'y a aucune autre contrepartie qu'il y avait dans le Ulule. Il n'y a pas les cartes, il n'y a rien d'autre, et il n'y a pas les bonus, parce que même dans le tome 2, il y aura aussi du bonus. Voilà. Donc, mais ça, c'est un petit peu compliqué à faire. Donc pour l'instant, ça sera juste les mêmes contreparties à peu près, on va un petit peu aussi modifier des trucs, les mêmes contreparties pour le tome 2 qu'il y avait pour le tome 1, sauf il y en a une en plus, tome 1, 15€, donc peut-être il faudra faire 2 achats. On essaie de voir avec Ulule s'ils ont le temps d'ici là de coder quelque chose, ou je sais pas, enfin je veux pas du tout les mettre dans l'embarras ni rien, c'est pas pour l'instant on a prévu de faire ça comme ça, et ils voient s'ils peuvent faire des choses, mais bon c'est très compliqué. On essaye de mettre en œuvre pour qu'il y ait la possibilité, pour ceux qui n'auront pas eu le temps d'acheter le tome 1, qu'ils puissent avant d'acheter le tome 2, au moins commander le tome 1. Mais du coup, le tome 1 arrivera en même temps que le tome 2. Ah oui, là, le tome 1 arrivera en même temps que le tome 2. C'est-à-dire que... Non, mais faut penser aussi à ça. Voilà, bah après, avec les retours des gens et tout. Si vous voulez aller plus rapidement, il y a des conventions sur lesquelles on sera. Voilà. Donc, et après, ça fera 30 balles pour 2 BD, quoi. Oui, voilà. Mais voilà, ce sera juste l'occasion, ça vous permettra d'acheter le tome 1 si vous n'avez pas eu l'occasion avant d'acheter le tome 2. Enfin, vous l'achèterez en même temps, du coup. Voilà. Vous l'achèterez en même temps. Et vous recevrez les deux en même temps. Voilà, ok, très bien. Et bah du coup, 11e question. Oui. Comment vois-tu l'évolution de la série Tubonia ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une extension de l'univers avec des spin-offs, par exemple ? Ah bah oui, forcément. Ma question préférée. La question préférée. Bah oui, alors là, le but de Tubonia... En fait, Tubonia, pour moi, c'est YouTube. Ouais, bah oui, déjà, c'est YouTube, c'est-à-dire que... donc, on a commencé avec vous trois, Absol Vidéo, Antox Colaboy et Sargepsy. Pour une trame principale, et puis ça a lancé l'univers. Mais moi le rêve, et puis on en a beaucoup discuté, c'est élargir ça aux autres youtubeurs, aux autres tuboniens. Vu qu'on a créé leur perso, ça a beaucoup plu à tous les youtubeurs, les persos qu'on a créés. Et donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est des séries, c'est des histoires parallèles à la trame principale que nous on est en train d'écrire. Ouais. Et en fait, le youtubeur aurait la possibilité de scénariser sa propre histoire. Et de raconter ce qu'il veut, mais lui en mode et en respectant l'univers de Tubonia. Voilà, en respectant l'univers de Tubonia, sachant que c'est que des transpositions un petit peu en Heroic Fantasy. Des histoires annexes, des histoires externes, qui respectent l'univers de Tubonia. C'est ça. Et des spin-offs, quoi. Voilà, des spin-offs, et surtout le truc qui serait intéressant, c'est que au-delà il raconte ce qu'il veut. Enfin après, on va valider. Il faut que l'histoire soit bien. Si l'histoire est nulle, donc il raconte ce qu'il veut. Mais en plus, on injecterait une petite dose de trame principale dedans pour que, en fait, même si le tubonien vous intéresse pas trop, mais que l'histoire de Tubonia vous intéresse,
vous puissiez un petit peu vous y retrouver dans chaque spin-off. Si vous Voilà, avez que envie de ça faire. réponde à certaines questions, par Voilà, exemple. ou ça répond à certaines questions qu'on laisserait en Par suspens. exemple, le démon de Trash, là, que tout le monde a aimé, qui était super badass. On se demande bien comment ils ont réussi à avoir ce démon-là. Voilà. Peut-être que ce sera un des spin-offs, l'histoire, comment ils ont réussi. Et du coup, moi, le truc, c'est que donc on éditerait ça, et que là, forcément, même d'un point de vue financier, le youtubeur, eh ben, il aurait un gros pourcentage. Oui, parce que du coup, t'éditerais ça avec ta boîte d'édition. J'éditerais ça avec ma boîte d'édition. Donc, sachant que là, par contre, il y a les pourcentages donc, de la boîte d'édition, les pourcentages pour le youtubeur et le dessinateur. Donc, ça sera plus moi le dessinateur, hein, dans le spin-off, ça c'est pas possible, j'ai pas le temps. Par contre, moi j'ai un grand réseau de dessinateurs professionnels que je connais. Il y aura même Florian qui pourra faire même son premier album. Hein, pour finir de raconter la belle histoire de ce jeune dessinateur qui se lance, tu vois, qui sort des études et qui voilà. Donc lui, peut-être que même lui ferait le premier spin-off. Mais après, j'ai d'autres dessinateurs pro super talentueux, super carrés, qui feraient des choses topissimes. Donc eux, ils toucheraient la plus grosse partie des bénéfices. Et après, il y aurait un pourcentage pour les ayants droit, les auteurs originels, c'est-à-dire nous 4. Donc voilà. Ouais, des droits d'auteur pour l'univers, mais bon, c'est pas. Voilà, ouais, ça sera le. C'est pas les gros pourcentages. Non, c'est pas les gros pourcentages. Et justement. Vraiment, tout le reste, c'est vraiment pour le youtubeur et le dessinateur. Ouais, c'est ça. Et vu qu'en plus, nous, on a déjà rassemblé un grand nombre de lectorats et des fans de cet univers-là, bah, du coup, ça fera même pour eux de quoi déjà donc écrire le scénario, mais surtout de quoi financer leur projet de leur côté. C'est-à-dire que les youtubeurs sont toujours en train de tirer la langue. Parce que c'est dur pour eux aussi de gagner de l'argent à travers le truc. Ouais. Et Tubonia pourrait éventuellement leur apporter une aide financière conséquente. Et d'ailleurs, on peut le dire, il y a certains youtubeurs, même beaucoup, à notre grande surprise, qui sont déjà partants pour faire un spin-off. Ah oui, bah. On va pas dire les noms tout de suite, mais on peut déjà vous dire que il y en a un à plus d'1 million, enfin à 1,5 million, il y en a un autre à 1,5 million. Il y en a un à 500 000. Il y en a un à 500 000, il y en a d'autres à plus d'1 million. Enfin, il y a au moins 5 youtubeurs qui sont quasi sûrs de faire un spin-off, dont 4 à plus d'1 million d'abonnés. Voilà. Et alors ça serait... Alors ça, pour le lancer, du coup, ça serait après la campagne du tome 2. Ouais. C'est-à-dire que moi, là, je vais encore récupérer sur mes pourcentages, puisqu'on gardera les mêmes pourcentages, des fonds qui vont me permettre de financer, je sais pas, 5-6 BD en même temps. C'est-à-dire que les dessinateurs, il faut tous les payer, tu vois. Ouais. Et donc là, il me faut une grosse trésorerie. Donc si tu donnes 15 000 € à chacun, tu vois... ça monte vite, ouais. Ça monte très vite. Donc moi, j'ai une grosse trésorerie. Et après, alors je sais pas du tout comment je vais faire ça. Donc ça sera peut-être l'année d'après, on ferait peut-être encore un Ulule, tu vois. Et il y aurait peut-être il y aurait 5 spin-offs. Et soit tu prends tout, le pack, ou soit tu choisis que les youtubeurs que tu veux. Parce qu'il y en a qui ça va pas du tout intéresser, tu vois. Ouais. Et après, et donc, comme les albums seraient faits en amont, parce que là, du coup, il n'y aura pas d'attente d'1 an de dessin, parce que là, du coup, moi, j'aurais pu financer la création en avance. Vous les recevrez tous les mois, vous en recevrez un. Ouais, ça c'est cool, ça. Pour attendre. Comme une sorte d'abonnement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, faut encore qu'on étudie un petit peu le système, que je vois un petit peu moi comment je voudrais faire pour que ça soit le plus cool possible pour tout le monde, que ce soit ceux qui achètent et nous pour les faire. Mais en tout cas, c'est prévu qu'il y aura des spin-offs. Ah oui. Il y en a même certains, c'est quasi sûr de sûr. Ouais, nous on a envie d'être dans l'univers, tu vois, on a envie vraiment de faire voilà. Et surtout plus l'univers est étendu, mieux l'univers est. Hein. Enfin moi qui suis un grand fan de Warcraft, moi, justement ce que j'aime dans Warcraft, c'est son lore, c'est son histoire qui est hyper développée au détail près avec. Ça fait son charme, quoi. Mais complètement. Alors surtout que ça fait, je pense que ceux qui sont fans de Tubonia, de YouTube, tout ça, ça les fait kiffer. En plus des BD abordables avec toujours des cadeaux en plus, tu vois. Donc ça c'est cool. Et puis aussi nous, pour nos potes youtubeurs qui nous ont aidés de façon très généreuse de nous faire des coups de pub, tu vois, on leur rend le truc. Allez, on leur rend l'appareil. On l'appareil et profite de ça. Tu vois aussi, tu vas pouvoir, créer peut-être ta première BD et puis gagner un peu d'argent. Enfin, et puis en plus, ils apporteront leur petite touche dans les dialogues, dans le scénario. Dans le scénario, ils vont même enrichir l'univers. Donc l'univers en fait, il est devenu. Enfin, il va dépasser les auteurs originels. Il va nous dépasser. Ça sera l'univers de Tubonia. Bon, on sera les créateurs,
mais ça va nous dépasser. On va prendre les bonnes idées de tout le monde et Disons que l'univers de Tubonia appartient maintenant à tout le monde. voilà. Donc même, j'ai envie de dire, à terme, n'importe quel youtubeur pourrait nous présenter un scénario. Ah mais oui. Tu vois, ça serait YouTube version BD. Hein. Par contre, il faut que le scénario soit bien. Et par contre, on peut pas non plus fatiguer les lecteurs et qu'ils achètent tous les mois 10 albums. Non, ce sera un par mois ou un tous les 2 mois, tu vois. Et des goodies, des choses comme ça, de prévues Probablement, à voir. Après, il faut voir comment... T-shirt, figurines... Ah bah moi, alors mon rêve, c'est les figurines. J'ai une collection de figurines. Putain, ça, je kifferais. Hein. Les figurines de Tubonia, ce serait... Ça serait top, hein. T'imagines, t'as une figurine avec tous les Tuboniens là. Ce serait classe, hein, sur une étagère, franchement. Putain. Moi, ce que j'adore, c'est les figurines articulées. Les action figures. Moi, je suis trop fan des action. Parce qu'après, tu les mets comme tu veux. Tu te fais des durins. Et après, t'imagines les mecs qui font des motion capture là, qui font des batailles. Ah, c'est rigolo. Ah non, j'adore les figurines articulées. Moi, j'adore les figurines articulées que je laisse dans la boîte. Que j'accroche à mon mur. Ça sert à rien qu'elles soient articulées, quoi. Et bah du coup, dernière question. Alors, il me semble que tu as un très gros projet en tête concernant une potentielle future école de dessin ouverte à tous. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet ? Alors oui, alors ça c'est vraiment le projet de ma vie, on va dire. C'est que moi, alors quand je suis allé dans cette école privée en fait, tu vois, c'est des écoles qui coûtent 6 000 € l'année, tu vois. Ah oui. Et c'est comme des écoles de commerce, des écoles, tu vois, des trucs, c'est des écoles très chères. Et bon, c'est le prix d'une école, hein. C'est vraiment ça que coûte en salaire de prof l'école, tu vois. C'est pas déconné, quoi. C'est pas une école qui s'en fout plein les fouilles. Quand c'est privé, en tout cas, c'est comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça très injuste. Je trouvais très injuste que moi, bon, ma mère, après, mes parents sont pas non plus très fortunés, tu vois. Ils se sont saignés pour me payer l'école pendant 2 ans. Et j'ai vu aussi que tous les autres, pareil, c'est compliqué pour tout le monde de payer ces études-là. Surtout que c'est un métier qui est compliqué. Tu vois, c'est compliqué de vivre, on en a parlé. Et donc, moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, la transmission doit être gratuite, tu vois. Et j'ai essayé de faire un petit peu, tu vois, même j'ai essayé de regarder créer une école, combien ça coûtait, tu vois. Et je suis tombé sur le même chiffre que moi j'ai payé. Je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas faire des écoles pas chères, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, moi, mon but, je me suis dit, bon, ben, je vais au moins donner mon savoir sur YouTube, tu vois. Ouais. Parce que moi, les élèves que j'avais dans mon atelier, pareil, ils payaient, tu vois. Bon, après, c'est moins d'enjeux, tu vois. C'est des petits coûts par mois pour des ateliers un peu loisirs, mais un peu en même temps professionnels, parce que c'était mon credo, tu vois, d'être faire un truc carré, en plus qui édite ses élèves, tu vois. Ouais. Et donc, moi, mon grand projet, ça serait de créer une école supérieure d'art graphique, enfin en bande dessinée ou en illustration, tu vois, mais gratuite. Et tu vois, tu te dis, mais comment tu finances ça ? C'est clair. Voilà. En fait, moi, j'ai déjà mon business plan en tête pour trouver un truc qui s'autofinance, en fait. Pour trouver les financements pour l'école. Donc, j'ai déjà tout mon plan en tête. Et ça, j'aimerais bien la créer. J'avais dit toujours avant mes 40 ans. Bon, j'ai 36 ans. Ça commence à être compliqué. Peut-être, non, mais surtout que là, il y a Tubonia qui prend le pas. Mais Tubonia, moi, ça me rapporte. Tu vois, c'est un gros apport pour moi financier. Et ça va peut-être te permettre après de lancer ce projet. De lancer ce grand projet parce que pour moi, le talent, il est partout, tu vois. C'est pas ceux qui ont les moyens, c'est pas ceux des enfants de riches ou les enfants de parents qui peuvent se saigner et puis donner accès aux enfants. Ça. Ouais. Il y a des autodidactes de talent, mais après, l'école, c'est tellement un booster d'aller dans une école parce que déjà, tu apprends autant des profs que des élèves. Tu es dans un endroit où tu es obligé de travailler, parce que bonjour la procrastination quand on est dessinateur dans son coin, dans sa chambre. Et aussi, tu crées ton premier réseau. Ton réseau d'amis, ton réseau de contacts, c'est ton réseau pour la vie, quoi. C'est ça. Un peu comme les écoles de commerce, en fait. Oui, exactement. Les écoles sont bonnes, surtout. C'est à ça aussi, tu vois, que ça sert. C'est la grosse plus-value de l'école, au-delà de l'enseignement que tu en retiens. Et moi, je trouve ça très injuste que le savoir, tu vois, soit monnayé à des prix aussi élevés. Et donc, j'ai l'idée de comment faire ça. Et donc, grâce aussi à ma chaîne YouTube et grâce un petit peu à vous, tout ça, ma marque Dessinator
je commence à me faire un peu connaître, tu vois. Je commence à avoir plein de propositions de plein de gens et tout, machin. Donc on commence à me connaître bien. Et tu vois, si jamais un jour j'arrive à être assez connu sur YouTube, tu vois, et à ce moment-là, je vais lancer mon école et peut-être qu'au début, elle sera pas, j'arriverai pas à la faire entièrement gratuite, tu vois. Peut-être qu'au début, elle sera payante à petit prix. Je sais pas, tu vois. Mais mon but final, à la fin de ma carrière, on va dire, j'aimerais que cette école-là, si j'arrive pas à la faire au début, je me donne 10 ans pour qu'elle soit entièrement gratuite et autonome financièrement. J'ai mon plan, je sais ce que je veux faire. Donc, même Tubonia, en tout cas, ça me servirait, tout le capital que j'ai, à réinvestir dans ce grand projet qui me tient à cœur. En fait, j'ai ce projet depuis que je suis sorti de l'école. Hein. J'ai fait non, c'était trop cher. J'ai envie d'enseigner, mais j'ai pas envie d'enseigner à n'importe quel prix. Mais moi, quand j'y suis retourné en tant que prof, quand je sais qu'un élève a payé 6 000 € l'année et que moi, je suis là à fond derrière lui, tu vois. Enfin voilà, que ce qu'il est payé, il en est pour son argent, tu vois. Voilà. Et après, des fois, je vois des élèves qui s'en foutent, tu vois, qui sèchent les cours. Putain. Les parents. Ça, après, il y en a. Hein. Ah, il y en a. Mais voilà. C'est pas le petit projet en tout cas. Hein. Non, c'est le gros projet. Et franchement, moi c'est le truc, c'est que voilà, c'est que n'importe qui, ce sera une école francophone, mais n'importe qui puisse s'inscrire, tu vois. Enfin, n'importe qui. Après, ça sera sur dossier, tu vois. Ouais. Et je veux dire, le mec qui a pas du tout d'argent ou quoi, et qui est hyper talentueux, ben, vient dans l'école et c'est gratuit. Chose qui ne serait pas possible avec une école à 6 000 €. Quoi. Voilà. Même s'il est hyper talentueux. Mais oui, malheureusement. Mais après, il y a l'autodidacte et la rage. Rage de vaincre. Oui, l'œil du tigre. C'est ça. Non, mais après, ça marche très bien aussi. C'est des bons moteurs. Hein, ouais. Si on sait les utiliser. Du coup, ouais, gros projet. Voilà, ça c'est. Pour dans 10-20 ans. Ouais, ça c'est mon projet. Projet à long terme. Quoi, ouais, c'est ça. Très bien. Un grand projet. Bah, on te souhaite bonne chance. Bon, merci. Merci, mais je pense que tout démarre de là. Dans 20 ans, je te réinterviewerai et puis on verra. Ah ouais, on verra les évolutions de ta chaîne. Bah oui. Ça se tombe, hein, tu sais, qui sait. Non, mais attends, mais tu sais que ça démarre. avance tellement vite. Moi ça démarre de là. Je veux dire, c'est grâce à Tubonia en fait que je pourrais très certainement réaliser ce projet. Bah ouais. Tu vois. Et tout le monde est content, je veux dire. Quand tu regardes Projet Tubonia, ça a permis en même temps à ta chaîne YouTube de se faire un peu plus connaître, ça t'a permis de développer des réseaux dans tous les youtubeurs, Cyprien qui maintenant t'apprécie beaucoup. Ouais. Enfin, c'est pas rien finalement, ça va t'ouvrir des portes, ouais, je pense. Bah ouais, bah après moi, comme je dis, moi je veux surtout garder mon authenticité. Alors les gens ont vu que j'ai parlé beaucoup d'argent, je pense. Beaucoup de chiffres, tout ça. Bah, on parlait maison d'édition. Donc voilà et après, moi, j'ai un esprit très entrepreneurial, tu vois. Je suis pas l'artiste qui veut faire son œuvre dans son coin. Moi, j'aime aussi être entreprendre, mais réparer les injustices. Parce que c'est des choses qui, tu vois, et j'aime rester surtout très authentique. Et surtout, moi, mon maître mot, c'est être éthique dans ce que je fais, toujours. Ouais. Authentique, éthique. Et même si j'ai beau parler tu vois, j'ai pas peur de parler d'argent, comment je gagne, tout ça. Moi, je suis très, très transparent et très serein là-dessus. Mais j'aimerais vraiment donner dire à tout le monde c'est possible, faut être entrepreneur, mais vous n'êtes pas obligé, il y en a qui peuvent le faire pour vous, comme moi j'ai cet élan-là. Par exemple, moi j'ai vu tes 12 questions avec Doc7, petite fiche ici. Doc7, tu vois, c'est un mec, c'est un entrepreneur, j'adore, il est super inspirant. J'adore. Vous voyez sa façon de répondre, qu'il il avait de grandes ambitions et qu'il n'allait même pas s'arrêter à... Mais carrément, et tu vois, dès qu'il a pu, il a construit sa société, un petit peu à l'instar de Chris. Voilà. Mais c'est exactement, tu vois, c'est des gens qui ont des élans comme ça, donc voilà, qui vont donner la possibilité à des gens. Tu vois, il a créé sa boîte, il a du boulot. Ouais, maintenant il y a 2-3 personnes dans son entreprise. Ouais, carrément. Il a créé du métier. Mais comme même Cyprien, tu vois. Lui encore, il a vraiment, lui par contre, j'ai senti plus l'artiste en lui, tu vois. Il entreprend, mais il fait vraiment que ces trucs à lui. Mais tu vois, il fait des choses à grande envergure. Ouais. Tu vois, parce que par exemple, tu vois, je rebondis sur un dernier truc auquel je voulais revenir, c'est par rapport aux auteurs. C'est que même moi, tu vois, j'aimerais aussi, tu vois, c'est pour ça que je crée une maison d'édition qui va mieux rémunérer les auteurs. C'est parce que dans la description aussi, je vais demander à Alex de mettre un lien. C'est aller sur le site des États généraux de la bande dessinée. Et en fait, dessus, vous avez une grande statistique qui a été faite à l'échelle nationale avec les 1500 auteurs de bande dessinée. Où en fait, donc il y a plein de graphiques dans tous les sens, machin, et il y a une donnée très importante. C'est sur les 1500 auteurs de BD, 50% des auteurs vivent avec moins que le SMIC, dont 30% en dessous du seuil de pauvreté. Oh là là. Okay. Et c'est pire chez les meufs. Hein. Ça, c'est assez global, mais chez les meufs, c'est une catastrophe. Hein. Donc
tu vois, il y a de la justice, je déteste ça, ça m'énerve, que ce soit dans les études ou dans, ou dans la création d'œuvres. Et moi, j'aimerais, à ma petite échelle, faire ça. Et peut-être grâce à Tubonia, moi, j'aurais assez d'énergie pour pouvoir donner l'élan à tout ça. Voilà. Ouais. Bah, on espère en tout cas, c'est un beau projet. Hein. Merci. Ouais, ça sera cool. Peut-être qu'après, grâce à ton réseau de youtubeurs, tu pourras faire des invités dans ton école. Bah ouais, mais carrément, mais des dessinateurs, regarde, il y a Cyprien, c'est un auteur, Kevin du Rire Jaune, c'est un auteur de BD. Ça, ils pourront donner des conférences dans cette école, peut-être. Bah ouais, pourquoi pas, carrément. Leur expérience, déjà même Kevin, il a déjà fait une vidéo sur comment créer un manga et tout, c'était super intéressant. Et c'est même un truc que je voulais faire. Cyprien qui a fait une vidéo sur son goût du dessin, tout ça. Ouais, mais carrément, bah oui, c'est super. Ah ouais, une vidéo à mourir de rire. Hein. Bon bah très bien, c'était la dernière question. Bah merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions avec. T'as bien développé, c'était cool. À mon avis, ça va intéresser bon nombre de personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'édition, dans les. J'espère, parce que participatif. parce que mon nom il est pas très connu, donc il commence à l'être justement. Ouais. Donc, voilà. Donc j'espère que voilà, ça va nombreux à regarder cette vidéo. Bah ouais. Et si t'as quelque chose à rajouter en guise de conclusion. Oui. Ouais. Alors j'aimerais rajouter pour nos copains Noob, parce que on a beaucoup parlé qu'on allait travailler avec eux, qui nous ont beaucoup aidé dans la construction de ma boîte et puis aussi après dans la société de routage. Et en fait, Noob qui ont le record du LUL viennent de dépasser leur record. En effet, ouais. Avec, du coup, on n'est plus le deuxième plus gros projet, on est devenu le troisième plus gros projet. Et en fait, ils viennent de dépasser le record avec le jeu RPG Noob. Et en fait, comme on s'apprécie beaucoup et comme il y a énormément de caméos dans ce jeu-là, ils ont proposé de faire un caméo des FDP de Tubonia. Une sorte de cross-univers. Voilà, en fait, à partir du moment où nous ont dépassé notre record qui était de 525 000, 21 000, en fait, là, ils ont débloqué un palier où les 3 personnages du Mage Absol, du Sir Gipsy et de Antox Colabois, ils seront intégrés dans le jeu en pixels et ils auront une quête spéciale à débloquer avec eux. Donc, vous pourrez les retrouver dans ce jeu-là. Donc, Noob, là, leur campagne va bientôt se terminer. Bon, donc, vous pouvez aller voir leur jeu dans la description. Ouais, je mettrai en description leur page Ulule. Mais surtout... Et justement, pour l'occasion de ce cross-univers, on a fait un petit sketch avec Antox, Gibbs, où on fait semblant de jouer à leur jeu, quoi. Et c'est un petit sketch rigolo pour l'occasion, qu'ils ont ensuite partagé sur leur chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo à part entière de leur chaîne YouTube maintenant, ce petit sketch-là. Et Gibbs comme Antox l'ont partagé dans une de leurs vidéos. Donc moi du coup je vais faire également dans celle-là. C'est plus ou moins l'occasion, vu qu'on parle du LUL, tout ça, de Noob. Cette vidéo s'y prête assez bien. Et donc du coup, tout à la fin de cette vidéo, je vous partagerai le sketch avant le générique. Donc voilà, c'est un petit sketch de 3 minutes, j'espère que vous l'apprécierez. Et puis voilà. Donc après, Noob, on compte vraiment faire une sorte de cross-univers avec eux. Ouais. Donc là, on parlait du jeu vidéo, mais dans la BD du tome 2, par exemple, il faut s'attendre aussi à... on n'en dit pas plus pour pas tout spoiler, mais attendez-vous à aussi un cross-univers de Noob dans le tome 2. Ouais, voilà, tout à fait. Mais on n'en dit pas plus. Ouais, et en contrepartie aussi, il y aura quelque chose en lien avec Noob. Oui, tout à fait. On n'en dit pas plus non plus. C'est chiant, ouais. C'est un peu chiant pour ce gars. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous à ça. Très bien, donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc voilà, ce sera très utile pour ceux qui voudraient se lancer dans une BD par exemple, ou même un livre. On parlait de BD, mais si vous voulez publier un livre sur Ulule, tout ça, c'est possible. Donc du coup, vous trouverez dans la description la chaîne du Dessinator. Dans la description, qui est en stand-by pour le moment depuis un an, parce que voilà, la BD, la boîte d'édition, tout ça, t'as pas trop le temps, mais t'as dit que tu la reprendrais un jour, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est l'un de mes plus grands souhaits. Il y a quoi? Il y a 3-4 vidéos là? Non, il y a 3 vidéos. 3 vidéos. Enfin, dont sur une de présentation. Sur les mains. Le corps et les mains. En tout cas, c'est très bien monté. Hein, et là, tu me disais 34 000 abonnés. Ouais, 34 000. 34 000 abonnés. Donc c'est bien, hein, pour 3 vidéos, franchement. Ouais. C'est cool. Et donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis surtout à la partager si vous avez des amis à qui ça pourrait intéresser de se lancer dans le financement participatif ou qui aiment bien dessiner, tout ça. Après voilà, on n'a pas parlé que des maisons d'édition non plus. Donc on va se quitter sur ça. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. J'ai pas Le moment de malaise. Merci.
Bon allez, salut tout le monde. Vous y êtes presque. À présent, veuillez nommer votre avatar. Ok, alors, Sol. Tac. Félicitations, joueur Absol. Veuillez patienter. Vous allez être téléporté dans le monde d'Olydri d'ici quelques instants. Bon alors, t'en es où? Ouais, c'est bon, j'ai fini de créer mon perso, là j'arrive. Ah putain, Absol, c'est pas trop tôt, hein, ça fait 20 minutes qu'on t'attend, mec. Ah bah désolé d'avoir un vrai métier les mecs, y'en a qui rentrent tard. Enfin j'espère que vous m'avez attendu pour lancer la première quête quand même. Ouais, t'inquiète. Et du coup, tu vas prendre quoi vu qu'il n'y a pas de chevalier mage dans Horizon 4.0? Bah un mage tout court, c'est ce qui se rapproche le plus. Et vous? Je vais prendre un assassin, et je le spécialiserai ninja ou samouraï. J'ai vu dans Horizon Magazine que c'était possible. Ah perso, j'ai hésité au début à faire un berserker, mais au final, je préférais faire un guerrier. En gros, on a tous gardé nos profils des FDP de Tubonia. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais t'inquiète, mec, quand on sera niveau 100, on roxera par ici. Avant de penser au niveau 100, essayons de passer le niveau 2 déjà, je pense que ce serait pas mal. Ouais d'ailleurs il paraît que ce Meuporg est galère en pick-up, faudrait peut-être qu'on trouve une guilde. Ouais, mais justement, d'ailleurs, avant que t'arrives, y a un mec qui vous a proposé d'intégrer une guilde. Ah ouais? Bah du coup on accepte non? Enfin on montrera nos niveaux plus vite comme ça. Je sais pas trop. Le gars qui nous a parlé avait l'air chelou. C'est le prêtre, en gros, qui est là-bas, là. En plus, t'as un soigneur, mec, qui s'appelle Sparadra. Enfin, j'ai envie de te dire, enfin, ça en dit long sur le mec. Mais non ça va le faire, attendez, je vais lui parler. Tac, tac. Je te salue, aventurier. Il paraît que tu... Salut, je me présente, je suis Sparadra et je joue la classe prêtre. Tu vois qu'il est bizarre? J'ai une super bonne idée, ça dirait pas d'entrer dans notre guilde? Les gars, vous en pensez quoi vous? Ah, de toute façon, point en air, on peut toujours tenter le coup. Ok. Et toi Totox? Si même Sir Gipsy est partant, je vais pas faire mon relou. Et toi, t'en penses quoi? Ouais. Ok. Bon bah on est d'accord pour rejoindre ta guilde.